Bonjour, dans une série de 4 vidéos, je vais vous présenter les plans pour les euros qui m'ont permis d'obtenir l'agrégation interne de physique-chimie en 2023. Après des résultats à l'écrit plutôt moyens, autour de 13 sur 20, j'ai réussi par contre d'excellents euros, avec notamment 18 sur 20 au montage de chimie et 20 sur 20 à l'exposé de physique, ce qui m'a permis de me classer deuxième au classement final. Je vous partage maintenant ce travail plus de 2 ans après. Il n'est donc pas question d'entrer dans tous les détails, car de toute façon certaines connaissances commencent à dater. Le but uniquement est de présenter les plans que j'avais en tête au moment de passer mes euros. Le but de ces plans n'est pas d'être utilisés tels quels, mais de servir de base de travail pour construire les vôtres. Ils sont à mon avis globalement adaptés, mais il peut y avoir des erreurs ou des points à améliorer. Dans cette première vidéo, nous verrons les plans pour les 28 exposés de chimie. Il y a 4 livres de référence qui seront le plus souvent utilisés pour la partie post-bac. Les ouvrages PCSI et PCPC étoile de la collection Duno J'intègre tout en un, ainsi que les PCSI et PCPC étoile de la collection 1001 questions. Ces livres sont généralement faciles à trouver en bibliothèque universitaire. Personnellement, pour préparer les leçons, j'ai uniquement acheté les Duno tout en un qui m'ont servi pour les écrits. Pour chaque leçon, je propose une introduction du thème à l'aide d'une carte mentale, une partie post-bac et une partie pédagogique avec à chaque fois les chapitres et les pages des ouvrages correspondants. Donc les leçons de chimie. Donc la première leçon de chimie, donc on va voir donc séparation. Donc dans séparation, tout d'abord une carte mentale pour faire une introduction, comme toutes les leçons, toujours une carte mentale pour démarrer. Donc 3 sous-parties d'abord, donc les différents mélanges, mélange homogène, mélange hétérogène. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment extraire une espèce naturelle par différentes méthodes. Donc là, pour l'intro, moi je partirai sur ces 3 sous-thèmes. Donc pour mélange hétérogène, on a souvent un niveau plus bas qui est vu dès le collège, notamment les séparations entre liquide et solide avec notamment la décantation et la filtration. Les mélanges liquide-liquide, simples aussi, huile eau par exemple, avec l'ampoule à décanter. On peut aller chercher aussi les techniques un petit peu plus complexes. Pour les mélanges homogènes, donc mélange homogène de liquide, donc là on va plutôt être au niveau du lycée, même si on peut voir un petit peu des choses en collège, notamment au niveau de la distillation. Donc pour séparer des liquides, donc on peut en faire précipiter pour séparer une espèce dans un liquide. On peut l'extraire par un solvant, donc ça va être le niveau première spécialité. Résine échangeuse d'ions, chromatographie. Donc chromatographie qu'on va pouvoir voir assez tôt aussi. Et les différentes distillations. Voilà, différentes distillations avec ou non variation de pression. Et ensuite les mélanges de gaz, donc un petit peu plus compliqué. Ça sera plus au niveau du supérieur. Pour les extractions des espèces naturelles, donc souvent c'est bien d'utiliser des exemples concrets, donc d'extraction mécanique, du pressage de fruits par exemple, extraction d'un liquide donc, ou extraction de solides. Si vous voulez rentrer dans dans des thèmes un petit peu plus techniques, attention, il faut quand même maîtriser si on en parle. Donc l'extraction avec fluide supercritique. Si vous le mettez, il faut quand même connaître un petit peu parce que sinon, si vous avez des questions dessus derrière, il risque de vous bloquer dessus. Donc ensuite, après cette introduction, donc 2 parties. Donc la partie post-bac, moi j'aime bien travailler sur les mélanges binaires. Donc pour m'appuyer, j'ai utilisé donc le J'intègre PC et le 1001 questions PC, page 33. Donc on va voir un petit peu ce qui est intéressant à faire à l'intérieur. Voilà les 3 choses que j'avais prévues. Donc une introduction sur les mélanges binaires, c'est bien de faire un petit peu de leçon, parler des diagrammes, qu'est-ce qu'une courbe de Rosé, etc. Et ensuite deux parties à détailler. Donc moi je pensais à la distillation hétéroisotropique, donc avec des mélanges non miscibles de liquides. Pouvons-nous obtenir un rendement élevé lors d'une synthèse avec transformation équilibrée? Donc très souvent, vous verrez notamment dans la partie expérimentale, l'estérification hyper importante. Donc pour moi, c'est une des choses les plus importantes à maîtriser. Avec l'appareil de Dean Stark,
tout ça c'est détaillé dans le Duno, page 224, avec les diagrammes que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est important de pouvoir s'appuyer sur cette esterification pour cette distillation un petit peu particulière, vu que là on a deux liquides non miscibles qui vont être l'eau et le cyclohexane. Voilà. Et ensuite en plus classique, plus simple, attention, pas forcément à expliquer, mais en tout cas plus simple au niveau des manipulations, de la distillation fractionnée. Donc attention, c'est pas si simple. Avec une petite problématique, pouvons-nous obtenir un alcool pur à partir du vin? Ça aussi, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans les parties expérimentales avec la distillation d'un alcool. Donc on a le mélange du coup eau-éthanol. Donc ça, c'est les deux parties importantes à mon avis à développer pour la partie post-bac. Pour la partie pédagogique, donc moi je pensais plutôt au programme de première spécialité avec extraction. Extraction d'une espèce. Moi je trouve que la partie, le zeste de citron, le zeste d'orange de Hattier, page 111, c'est intéressant. Il faut essayer de trouver quelque chose autour de ça. Ça dépendra après de la compétence sur laquelle vous devez vous appuyer aussi. Est-ce que c'est l'évaluation? Est-ce que c'est la différenciation par exemple? Moi je pense qu'on peut faire un bon travail au niveau de l'extraction du limonène. Voilà. Essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Si vous voulez avoir des questions un peu ciblées, en conclusion on peut parler un petit peu de l'impact environnemental. Les techniques, et comme je vous ai parlé tout à l'heure, les techniques modernes avec extraction par fluide supercritique, évidemment, ça c'est intéressant d'en parler pour avoir des questions dessus, mais il faut maîtriser, hein. Donc il faut vous renseigner avant, faire des recherches un petit peu. Moi j'aime bien partir sur une conclusion qui va apporter, ou qui va vous mener vers tel type de questions. Les questions c'est assez long, mais si vous pouvez avoir certaines questions dont vous êtes sûr d'avoir la réponse, c'est bien. Et puis il faut être sûr que si vous en parlez, il vous posera des questions dessus. Donc pour la deuxième leçon, liaison et interaction. Donc comme carte mentale, là il y a plus de parties. Donc les liaisons intermoléculaires, les liaisons intramoléculaires et les liaisons intermoléculaires. On peut détailler chacune des liaisons. Donc on va avoir les liaisons intra avec des énergies élevées. On peut détailler les liaisons covalentes, ioniques, métalliques. Sachant que la métallique, c'est la seule dont on ne va pas parler au niveau du lycée. Ça arrivera après dans le supérieur, même si on peut en parler rapidement. Pour les autres, c'est assez détaillé quand même au niveau du lycée, hein. Et ensuite, pour les liaisons intermoléculaires, donc les liaisons de Van der Waals, c'est très important, donc énergie assez faible. On peut détailler les différents types de liaisons. Voilà, on peut en parler un petit peu. Les liaisons hydrogènes, très importantes, surtout pour la suite, on verra, puisqu'on va axer justement notre travail sur l'eau. Et c'est vrai que les liaisons hydrogènes, quand on travaille sur l'eau, c'est hyper intéressant. Et évidemment, parler des états physiques et température, changement d'état, qui seront liés à ces liaisons. Ensuite, ce qui dit liaison, on parle forcément d'identification. On va avoir la spectroscopie, qui va nous permettre d'identifier tel type de liaison, notamment la spectroscopie infrarouge. Ensuite, au niveau des énergies, il y a tout un travail sur les énergies de liaison. Là, vous avez tout ce qui est chimie, avec tous les cycles, avec formation d'une liaison, rupture de liaison et calculer les énergies reçues ou perdues, etc. Donc là, il y a tout un travail autour de l'énergie qui est très intéressant. Et après, tout un travail autour des mécanismes, hein. Alors, rupture et formation de liaison, donc ce sont tous les mécanismes réactionnels. Et donc là, on va voir toute la chimie organique. Donc vous avez vu, c'est très 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 vaste, hein. Donc il va falloir faire des choix après pour notre développement. Alors pour la leçon. Donc pour la leçon, donc si vous vous sentez, c'est un peu technique, mais si vous vous sentez, c'est important, je pense que vous marquez beaucoup de points de travailler sur les orbitales moléculaires. Voilà, clairement, c'est un peu dur, mais je pense que c'est important de savoir le faire. Donc moi je me suis basé sur tout le Duno, j'intègre chapitre 7. Donc il faut bien le lire, bien l'analyser, essayer de bien comprendre tout. Moi je partirai sur
une leçon un petit peu sur le principe. Voilà, avec les différentes étapes que je viens de parler maintenant, les recouvrements, les diagrammes simples H2, HE2, O2, les fragments, et partir sur un exemple. C'est important de faire un petit peu de leçon et ensuite une problématique et un exemple. Donc moi, pour la problématique, j'aime bien parler de la molécule d'eau. Par exemple, est-ce qu'on pouvait prévoir la géométrie de la molécule d'eau à partir des orbitales moléculaires? Et il y a un exercice sur la molécule d'eau, justement, à la page 614. Voilà, je pense que si j'étais tombé là-dessus, j'aurais bien aimé faire ce genre de choses. Un peu compliqué quand même, hein. Il faut savoir que quand vous vous lancez dans ce genre de plan, il faut quand même maîtriser un minimum. Sinon ça va être catastrophique, hein. Et pour la partie pédagogique, donc première spécialité, sur les molécules polaires, apolaires, la maille du sel, liaison électrostatique. Donc moi je partirais sur les états. Donc dans le Belin, première spé, c'est assez intéressant. Il y a une activité au doc 1, moi que j'aimais bien. Solide moléculaire, intéressant aussi. Et des questions, hein. Ça c'est important, moi j'aime bien essayer de mettre des problématiques à chaque fois. Pourquoi la glace possède-t-elle une température de fusion si élevée? Donc on va parler des liaisons hydrogène, on va parler de toutes ces choses. On peut les comparer les solides moléculaires. Moi je trouve ça plutôt bien. Et ensuite, pourquoi est-ce si difficile de faire fondre du sel? Alors là, moi j'adore cette question-là, parce que du coup il y a la confusion dissolution et fusion. Donc le sel, il va facilement être dissous dans l'eau, mais le faire fondre. Donc ça c'est intéressant. Les élèves comprennent pas forcément en fait qu'on peut faire fondre du sel. Voilà. Moi je trouve assez intéressant cette question-là. Donc moi je partirais plutôt sur ce programme-là pour le pédagogique. Donc leçon 3, caractérisation, analyse chimique. Donc pour l'intro, les méthodes physiques et chimiques, ça c'est intéressant. On le voit bien en terminale spécialité, la différence entre les deux. Une analyse quantitative, ça c'est donc notamment les titrages et dosages par étalonnage, très intéressant au niveau lycée. La chromatographie et la spectroscopie. Donc pour les méthodes chimiques, ce qui est intéressant, c'est des méthodes destructives. Donc on va détruire l'échantillon. On peut parler des tests d'ions dès le collège. Formation de complexes, c'est un peu plus technique, même si on peut voir les couleurs, notamment du sulfate de cuivre une fois hydraté. Et des tests de famille chimique, organique, tests acide carboxylique, etc. Donc méthode destructive. On aurait pu ajouter titrage dedans. J'aurais pu enlever cette partie-là et l'intégrer à méthode chimique pour le titrage et intégrer dosage par étalonnage dans méthode physique. Ça aurait pu. C'est vrai que peut-être c'était à refaire, j'aurais fait un peu différemment. Méthode physique, très intéressant. Donc là, il peut y avoir du très bas niveau, hein. Ça peut commencer dès le bas du collège. Changement d'état, température de changement d'état, très intéressant pour identifier. Distillation, Bancoffler pour les solides. La solidification, il y a des TP intéressants, notamment la solidification du cyclohexane par exemple, à une température d'autour de 6 degrés, de souvenir. Les techniques sur les masses volumiques, hyper intéressantes, très développées dès le collège. Indice de réfraction, de temps en temps on le fait au lycée, mais ça va être plutôt rare, mais on peut en parler quand même. Donc ça c'est intéressant. La chromatographie et donc la spectroscopie. Donc là, attention, à partir du moment où vous mettez RMN, il faut maîtriser un minimum, hein. Voilà. Je sais que UV visible, infrarouge, généralement, on est plutôt à l'aise dessus. À partir du moment où vous mettez du RMN, alors si vous ne maîtrisez pas, soit vous ne mettez pas du tout, et si vous le mettez, détaillez pas trop, hein. Si vous aimez le RMN, mettez plein de détails, et du coup peut-être ça va guider le jury pour vous poser des questions dessus, mais attention quand même, hein. RMN, des fois, les candidats ils maîtrisent pas trop. Donc voilà pour l'introduction. Donc pour le plan, donc moi j'étais parti sur justement ce que je trouve intéressant, c'est de partir d'une molécule. Et est-ce qu'on peut identifier une molécule par spectroscopie? Alors moi ce que je trouve très intéressant, c'est de commencer par UV visible
pour justement analyser toutes les fonctions. Et une fois qu'on a analysé toutes ces fonctions, on se rend compte qu'on est limité parce qu'en fait, l'UV visible ne va pas nous aider pour le squelette. Et donc pour le squelette, on va avoir besoin de la RMN. Donc moi j'aime bien partir du UV visible, arriver, on est bloqué, on ne peut plus, et ensuite aller sur la RMN. Donc cette partie-là de leçon assez intéressante. Pour m'appuyer, moi je pensais aux 1001 questions, PCSI, page 426, donc il y a question 22 et question 63. Essayez de trouver des problématiques autour de ces deux questions qui sont hyper intéressantes. Voilà, essayez de faire ces bouquins-là, je vous le dis, il y a 1001 questions et les tout en un. Si vous les avez, c'est super. Moi, je les avais pas, mais j'allais régulièrement les prendre à la bibliothèque. C'est hyper important de les avoir, soit empruntés, hein. Donc, allez fouiner un petit peu. J'ai passé beaucoup de temps à chercher des questions intéressantes dans ces bouquins. Quand j'en trouve une, je la mets. Voilà, ça me paraît intéressant, donc pour aller voir directement. Je les ai plus, hein. Je les ai plus là, donc je sais même plus exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais des fois, je fais des scans, mais là, non. Et ensuite, au niveau identification des espèces chimiques par mesure physique ou test chimique, donc j'étais parti sur du niveau seconde. Niveau seconde, c'est intéressant parce que on fait à la fois des petits tests, mais on fait aussi un peu de chromatographie. Donc j'étais parti sur un TP que je faisais en classe. Pouvons nous distinguer des corps purs avec des flacons dans lesquels on a des corps inconnus. Voilà, je trouve assez intéressant ce TP que je faisais en cours, donc j'avais envie de faire la même chose. Donc c'est quoi ce TP? C'est simple, hein, on a des liquides dont on ne connaît pas la nature et on va faire quelques petits tests dessus. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, test de changement d'état, donc cyclohexane est intéressant à refroidir par exemple. Pour retrouver autour de 6 degrés, solidification. On peut faire la distillation. Alors ça, je fais plus distillation de l'éthanol. Avant, je le faisais. Trop dangereux. Éviter en classe. Donc ça, c'est un TP que je ne fais plus. Donc si je veux identifier une espèce par distillation, je ne fais plus avec l'éthanol. Trop dangereux. Test sulfate de cuivre, c'est intéressant pour l'eau. Et les tests de masse volumique. Plutôt intéressant, je trouve, de s'intéresser au niveau seconde. Voilà. Et donc, si vous voulez continuer, on peut faire une ouverture sur les dosages. Et là, par contre, on va aller au niveau spécialité. Donc après, ça dépend si vous êtes à l'aise ou pas en SP. Moi, quand j'ai passé l'agrégation, j'avais pas les terminales SP, j'avais que les premières. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de propositions au niveau première SP. Voilà, depuis j'ai les terminales SP, donc là je me dis, tiens, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais j'ai beaucoup de post-bac niveau première SP, dans ce que je proposerai. Alors ensuite, niveau 4. Donc stéréoisomérie. Donc pour la stéréoisomérie, donc il faut revoir un petit peu tout ça. Donc il y a peut-être un peu trop d'items. J'en avais proposé 8. Donc la nomenclature, assez intéressant de voir un petit peu, ne pas se tromper. Les représentations, différentes Cram, Newman, Fischer, etc. L'isomérie d'espace, la chiralité, intéressant au niveau terminal. Et ensuite, donc les stéréoisoméries de conformation et de configuration. Donc j'ai mis un petit peu un détail derrière. Alors évidemment, le jour de la grecque, celle-ci, elle est un petit peu longue. Je ne pense pas que vous ayez le temps de la faire en entier. Moi, ce que j'avais fait quand j'étais tombé, j'avais mis le niveau 1 et le niveau 2. Et généralement, les niveaux 3, je ne les mets pas. Mais en tout cas, le jour où je suis passé en leçon, j'ai eu le temps de faire ma carte mentale et j'ai mis mon niveau 1 et mon niveau 2. C'était plutôt, ça a été plutôt apprécié. Donc, stéréoisomérie de configuration, on peut en parler un petit peu avec les diastéréoisomères et les énantiomères. Attention, diastéréoisomères, on en parle moins. Dans l'ancien programme, on en parlait plus. Énantiomérie, ça, on en parle toujours. Et ensuite, les formes éclipsées, décalées, les conformères, etc. Très important, dans les applications, je séparais en deux. Donc, soit les applications industrielles, en quoi la stéréoisomérie est intéressante dans les synthèses, par exemple, mais aussi dans le vivant. Donc, séparer en deux la partie un peu biologique et la partie un petit peu industrielle. Voilà, on aurait pu faire qu'une seule dans les deux. Donc, potentiellement, si vous voulez refaire cette carte mentale à votre goût, peut-être que 8
8 items, c'est peut-être un peu trop. Il faudrait peut-être un petit peu raccourcir. En tout cas, moi, j'étais parti là-dessus. Sur le plan associé, alors, donc au niveau post-bac, donc travailler sur les énantiomères. Dans le Duno PCSI chapitre 5, c'est bien, je pense, de revoir un petit peu toutes les bases et faire une mini leçon sur l'énantiomérie. Moi, j'ai repéré quelques points importants. L'excès énantiomérique, l'activité optique, par exemple. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant de partir sur une base de leçon. Et après, un exercice support. Moi, j'aimais bien cet exercice, je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc, je voulais un petit peu, en appui de cette leçon, partir sur cet exercice. Vous irez voir page 310 sur la mutarotation du glucose. Je trouve ça assez intéressant. Et ensuite, enchaîner sur les mélanges racémiques. Donc, moi, je trouve intéressant d'expliquer pourquoi. Donc, c'est vrai, il y a toutes les explications. Je vous ai mis toutes les pages à chaque fois. De la partie de leçon, moi, qui me paraît intéressante à développer. Derrière, une fois que vous avez fait ça, je partirai aussi sur comment séparer deux énantiomères. C'est une bonne problématique, puisqu'après, on va pouvoir enchaîner sur la partie pédagogique. Donc la partie pédagogique, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les diastéréoisomères, c'est plus trop fait. Avant, c'était fait en S, c'est plus trop fait maintenant, mais en fouillant un petit peu dans STL, on va trouver ça. Donc vous pouvez continuer à le faire. Donc ici, vous voyez, moi, c'est un ancien livre, un vieux livre de Terminal S, sur lequel je m'appuie, mais c'est pour l'appliquer au niveau STL. Voilà, c'est important, il faut faire les nouveaux programmes. Alors vous allez voir que STL, ça peut vous sauver souvent dans certains cas, parce que c'est des choses assez intéressantes. Donc je suis parti du programme de STL, et j'ai essayé de voir un petit peu sous forme de TP comment identifier et séparer un mélange entre l'acide maléique et acide fumarique. Voilà. Donc ça, c'est le scan du bouquin que j'avais trouvé. Donc c'est pas forcément un livre qu'on va retrouver facilement vu que c'est un ancien livre. Donc j'ai essayé d'analyser un petit peu ce bouquin, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Si vous prenez des livres de travaux pratiques, vous allez trouver cette manip. Voilà. Donc axer la partie pédagogique autour de cette séparation. Ensuite, la leçon 5 sur les solvants. Donc, on en a parlé tout à l'heure, la séparation, technique de séparation, donc notamment dans l'extraction liquide-liquide, les solvants auront une importance. Donc recristallisation aussi, ça dans toutes les synthèses, ça va être important. Et chromatographie évidemment avec le choix de l'éluant. Donc les solvants pour la séparation, c'est intéressant. Les caractéristiques d'un solvant, donc les moments dipolaires, permittivité, etc. Les solvants inertes, intéressant. Et la stratégie de synthèse, donc là on va aller plutôt vers le niveau de terminal. Comment on va pouvoir modifier une cinétique, comment on va pouvoir solubiliser des réactifs. C'est vrai qu'en chimie organique, si on a des réactifs qui sont sous forme de poudre, il faudra d'abord les dissoudre dans un solvant, par exemple. Et ensuite, les orientations, ça c'est intéressant. Orientation, donc en changeant de solvant, je change de transformation, et ça, on verra un petit peu que dans la partie post-bac, on va s'intéresser à ça tout à l'heure. Différents types de solvants, donc on peut voir solvant protique, solvant aprotique, voilà, etc. Et la chimie verte, intéressant. Donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais ce COD supercritique, ça peut être intéressant encore d'en reparler ici. Donc voilà pour ma carte mentale, celle-ci elle est plutôt pas mal je pense. Même si c'est toujours important de récupérer une carte mentale, mais de la faire à sa sauce. Et s'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, il faut absolument l'enlever. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'écrire quelque chose et on vous pose une question dessus et vous ne savez pas répondre. Ça, ils n'aiment pas du tout. Donc sur la leçon du coup, alors, leçon 5.
Donc toujours pareil, vous verrez que dès que je peux mettre les esters, je les mets. Pourquoi dès qu'on peut mettre l'ester, on le met? Quand je ferai la vidéo sur la partie expérimentale, quand vous avez une manip qui peut rentrer dans énormément de plans, il faut la maîtriser à 100%, et dès que vous pouvez le mettre quelque part, vous le faites. Vraiment très très important. Donc je trouve que l'hydrolyse, enfin là du coup ça va être l'hydrolyse de l'ester, mais en tout cas dès qu'on parle des esters, ça va être intéressant. Donc le solvant, c'est utile souvent, mais ça peut être aussi néfaste. Là on voit que quand on crée le solvant, du coup ça va faire la réaction opposée à ce qui nous intéresse. Donc au lieu de faire une estérification, ben, on va détruire notre ester. Donc on est toujours autour de la transformation équilibrée, hein, d'estérification. Et du coup, on va reparler du Dean Stark pour éviter la réaction inverse et donc séparer. Donc séparation du solvant, on enlève le solvant. Et la deuxième partie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'orientation d'une réaction. Donc là, dans le Duno, page 1028, c'est bien expliqué. Moi, je suis parti de ça, c'est-à-dire comment privilégier une O-alkylation à la place d'une C-alkylation. Voilà. Je change de solvant et je change de transformation, et donc ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que je vais aller chercher un petit peu une autre transformation. Aussi, il faut savoir que dès que vous pouvez mettre de la chimie organique, si vous maîtrisez un petit peu, évidemment si vous êtes zéro en chimie organique on évite, mais le jury apprécie la chimie organique. Pourquoi? Parce que c'est souvent peu choisi. Donc c'est pareil, hein, dans la partie expérimentale on en parlera. Mais si vous avez le choix, prendre un TP d'orga, c'est mieux vu que de prendre un autre TP. Donc si vous maîtrisez un minimum, moi je trouve intéressant cette partie-là. Donc page 1028, essayez de lire cette partie et on peut faire un petit exo sympathique et faire une bonne explication là-dessus. Et ça sera très apprécié. Pour la partie pédagogique, donc toujours première spécialité, solubilité d'une espèce dans un solvant. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans un autre montage. Donc l'extraction liquide, hein, c'est intéressant. Et donc là, on va parler des différents types de solvants, polaires, apolaires. Et ensuite, ben, le choix du solvant pour extraire. Bon, ça, c'est intéressant. Dans le Hatier, moi, c'est le livre que j'utilise, page 115. C'est assez bien expliqué. Dosage et titrage. Donc pour dosage et titrage, donc déjà séparé en deux, les titrages et les dosages par étalonnage. Dosage par étalonnage, on commence à en faire dès la seconde, avec notamment des comparaisons, mais à vue d'œil, notamment avec la couleur du sulfate de cuivre, plus ou moins concentré, plus ou moins bleu. C'est assez intéressant, et après c'est développé un peu plus avec des outils un peu plus perfectionnés, surtout en première, plutôt avec l'absorbance, et en terminale avec les conductivités. Donc pour dosage par étalonnage, donc ce qui est important, c'est une méthode physique, donc non destructive, et ensuite on va étudier une des propriétés physiques intéressantes, donc souvent absorbance et conductivité. On peut faire aussi une variation de masse volumique. Là il y avait un TP sympa en seconde, où on fait varier la masse volumique d'un mélange au alcool. Ça c'était pas mal, j'aimais bien. J'en parlerai justement dans une autre leçon. Et ensuite, les propriétés optiques. Alors là, c'est un petit peu plus technique, hein. Donc ça, c'est au niveau du post-bac. Ensuite, dans les titrages, donc important, donc c'est une méthode chimique donc destructive, hein. On peut avoir des titrages acide-base, redox, précipitation, complexation, sachant qu'on va plutôt avoir acide-base et redox niveau lycée et les autres au niveau post-bac. Titrage direct ou indirect. Donc souvent des titrages directs au niveau du lycée. Ensuite indirect, on va utiliser un des résultats pour en déduire la concentration de l'autre. Voilà, il y a des petits calculs entre. Les techniques, donc comment on va faire, comment repérer l'équivalence, hein, c'est ça dans un titrage, comment repérer l'équivalence. Donc la plus simple, la colorimétrie avec un indicateur coloré. pH métrie au niveau terminal, conductimétrie aussi au niveau terminal, potentiométrie. Les intérêts, pourquoi en titre? Donc le but, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en gros. Donc le but c'est de retrouver une concentration inconnue, hein.
Contrôle qualité, ça c'est intéressant. Donc si vous voulez faire une application réelle, donc vous pouvez dire que telle personne contrôle la qualité d'une eau, par exemple. Retrouver une concentration inconnue, donc ça c'est les analyses. Et ensuite trouver des constantes thermodynamiques. Donc ça c'est pas mal. Au niveau des TP, clairement, retrouver un pK par exemple ou un PKS, c'est intéressant. Alors au niveau de la leçon, celle-ci j'aime beaucoup. Voilà, celle-ci j'aime beaucoup. Contrôle la qualité de l'eau par la méthode de Winkler. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est simple, c'est un des TP que j'utilise le plus en chimie. Comme je vous ai dit, il y a l'estérification que j'essaie de mettre dans un maximum de plans. De la même façon, contrôle de qualité de l'eau par la méthode de Winkler, ça c'est, moi j'adore cette manip. Donc comme je l'ai mise dans beaucoup de montages expérimentaux, bah, du coup, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire aussi en leçon. Voilà. Donc ça, on va essayer de baser tout autour de ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au niveau du supérieur, on va travailler sur les diagrammes potentiels pH. Donc c'est super. En plus, c'est du titrage indirect. Donc on rajoute de la difficulté. Et en plus, on rajoute les équations redox avec des coefficients particuliers. Alors Monte Carlo incertitude, pourquoi j'avais mis ça? Si vous avez envie, comment dire? Alors, moi j'aime beaucoup, ça vous verrez dans la partie expérimentale, j'aime beaucoup Python. J'aime beaucoup Python, pas le Python de... Enfin, j'aime bien Python de façon générale, mais j'aime beaucoup essayer de mettre des incertitudes avec Python. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un programme qui rentre au maximum dans un maximum de quantité de plans. Donc, dès que vous pouvez mettre de l'incertitude Monte Carlo, faites-le. Moi, je pars d'un principe que si quelque chose, une technique, n'importe quoi peut rentrer dans plusieurs montages ou plusieurs leçons, il faut la maîtriser. Et donc le montage Monte Carlo, j'ai fait une vidéo là-dessus où ceux qui sont intéressés ils pourront aller la voir, qui est plutôt complète sur comment faire un Python Monte Carlo par cœur. Alors le but c'est de le connaître par cœur. En le faisant quelques fois, vous allez le maîtriser. C'est pas très compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en le faisant 3, 4, 5 fois après, vous le maîtrisez. Pour moi, c'est indispensable de le faire. Donc si vous voulez mettre un petit peu d'incertitude là-dedans, vous pouvez, c'est pas indispensable. Donc voilà. Donc tout autour de ce... moi je travaillerai tout autour de cette méthode-là, et en voyant des petites choses un petit peu différentes. Au niveau pédagogique, plutôt que de faire un titrage, du coup moi je partirais plutôt sur un dosage par étalonnage pour changer. Donc là il y a plusieurs choix. Soit on part sur l'absorbance au niveau première. Ça peut être aussi sur la conductivité au niveau terminal, comme vous voulez. Là je me suis appuyé sur contrôle de la concentration du diode dans la bétadine. Voilà. Il faut s'adapter après justement à ce que vous allez mettre autour, mais je pense que si on fait un titrage au niveau de la partie post-bac, c'est bien de faire un dosage par étalonnage dans la deuxième partie. Alors, solubilité. Oui, il y a un petit piton ici. Donc, pour la solubilité, donc, au niveau des mélanges homogènes, donc une fois si on n'a pas atteint la saturation, donc on sait bien de parler des solvants, du soluté, de la dissolution, constante de partage pour l'extraction liquide-liquide. Et donc là, on est dans le cas d'une concentration inférieure à la solubilité. Par contre, si après équilibre, on a un mélange hétérogène, ça veut dire que la concentration, on va parler de solubilité, on va avoir les constantes d'équilibre, on va travailler sur les diagrammes d'existence. Voilà, moi, je trouve ça assez intéressant. Pourquoi est-ce que le solide peut exister? Je trouve ça assez intéressant au niveau de la précipitation. Les facteurs qui vont faire varier cette solubilité, donc évidemment le solvant, est-ce qu'on a des ions ajoutés, des ions communs, on va parler des complexes, le pH qui peut faire varier, les températures évidemment et la pression. Et ensuite les applications à la solubilité, donc purification et recristallisation du coup.
Donc à chaque fois que vous allez faire une synthèse, vous allez toujours passer par une étape de recristallisation. Ensuite, les tests des ions. Pourquoi? Puisqu'on va créer des précipités. Le titrage par précipitation et la séparation de métaux, par exemple, et l'extraction. Donc voilà pour la solubilité, ce que je pensais comme carte mentale. Donc pour la partie post-bac, équilibre de solubilité, donc vous voyez un petit peu là ces courbes de dosage qui ont des formes un petit peu particulières, hein, avec ce qu'on appelle les points anguleux. Donc ça, c'est des formes un petit peu particulières qui sont liées justement à l'apparition ou à la disparition de précipités. C'est assez intéressant. Donc dès qu'on va avoir des solides qui vont apparaître ou disparaître. Donc moi, je pensais à cette courbe-là qui était très intéressante, que vous allez retrouver dans le Duno, page 720. Et aussi, j'ai utilisé le 1001 questions, numéro 35, page 331. Donc l'hydroxyde amphotère. Donc c'est intéressant de parler de ça. Et ensuite, on peut parler de la construction du diagramme potentiel pH de l'aluminium. Voilà. Donc, diagramme d'existence. On peut faire les démonstrations pour le pH 4, l'existence, les équilibres à pH 6, et ensuite le dernier grain. Je trouve ça assez intéressant. Au niveau du diagramme de distribution qui est ici, donc c'est celui que je vous ai mis en Python. Alors, voilà. Donc c'est pour tracer le diagramme de distribution, avec le pourcentage de chaque espèce en fonction du pH. Donc c'est intéressant de voir cette forme-là et de l'analyser. Je ne me souviens plus exactement où je l'avais trouvé. Il faut que je regarde. Et ensuite, la détermination d'une constante d'équilibre. Avec l'exemple dans le cas chaud, page 240. Déterminer la constante de solubilité à l'aide d'une pile de concentration. Voilà. Donc c'est deux exemples assez intéressants. Moi j'aime bien partir là-dessus. À vous de voir si vous pouvez faire quelque chose d'intéressant avec ça. Si c'est trop compliqué ou pas, c'est à vous de voir. Et ensuite, ça on l'a déjà vu tout à l'heure, hein. Ça va être la partie extraction liquide-liquide au niveau première spécialité, donc solubilité, et donc ça va être la même chose que ce qu'on a fait pour les solvants. Ah ben tiens, là c'est le scan de la question, du 1001 question. Voilà, je le mets, hop, là c'est le programme Python. Alors, conductivité. Donc pour la conductivité, donc on peut voir le conductimètre. Donc là vous avez la manip. Alors, généralement je mets que des mots, mais des fois on peut mettre des petits schémas. Le jour de la grecque, vous ne pourrez pas mettre un schéma. Donc le principe du conductimètre, la conductance, vraiment faire la différence entre conductance, conductivité, ne pas s'en mêler, qu'est-ce qu'une cellule conductimétrique, ce genre de choses. Donc si vous voulez réviser cette partie, on va avoir ça au niveau terminal spécialité. Les relations autour de la conductivité, donc la loi de Colroche, hein, qui revient très souvent. Parler des conductivités ioniques molaires, expliquer pourquoi, par exemple, l'ion H3O+ est un bon conducteur, ce genre de choses. Et les facteurs qui vont influencer la conductivité, donc le solvant, la température, la nature des ions. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la charge et la taille qui vont influencer, et la concentration. Et les applications, donc comme on a vu, donc on peut faire des suivis conductimétriques, donc titrage conductimétrique ou par étalonnage conductimétrique, donc niveau terminal spécialité plutôt. Et ensuite un suivi cinétique, donc pour suivre en cinétique, soit on suit l'absorbance, soit la conductivité d'une transformation qui va être lente. Donc voilà ce que je pensais au niveau de l'introduction. Donc pour le post-bac,
Je pensais au niveau première année sur la relation de ColRush et ses applications. Donc redémontrer un petit peu, vous avez tout qui est expliqué un petit peu cette relation. Vous avez tout qui est expliqué dans le PCSI, donc première année, page 219-220. Expliquer, parler évidemment des cas des ions qui nous intéressent le plus dans cette relation, hein, puisque c'est H3 plus H-, hein, qui sont le plus intéressants par leur grande conductivité et surtout qui sont là régulièrement dans nos TP. Et parler donc des titrages conductimétriques acide-base. Le Duno, page 642, en parle bien. Donc c'est un peu plus long, vous avez vu là? C'est séparé en deux. Donc c'est pas le même chapitre. Ici, ça va être au niveau des titrages. Alors que là, c'est au niveau des propriétés des solutions. Et un exercice que j'ai bien aimé. Donc moi, je voulais appuyer mon travail sur cet exercice, partir sur un des acides aminés, le titrage de la L-arginine. Voilà, c'est bien de faire une partie de leçon, d'explication et de faire moi j'aime bien faire un exercice d'application, souvent. Je trouve ça hyper intéressant. Donc essayez de faire un travail là-dessus, ça peut être bien. Donc bien analyser ce qu'il y a dans le livre et essayer de sortir quelque chose de qualité. Pour le dosage, au niveau pré-bac, donc je pense à la terminale SP, on peut faire dosage conductimétrique de l'eau salée, donc sérum physiologique. Ça c'est intéressant. Il y a le cours pour vous mettre au niveau de terminale pour ceux qui ne l'ont pas, donc il faut regarder dans le Hatier. C'est plutôt bien fait. Et dans le Hachette, on peut aussi parler de l'eau d'un aquarium que j'ai trouvé assez intéressant. Donc ça c'est les deux exemples, soit le sérum physiologique, soit l'eau de l'aquarium. Voilà, c'est deux exemples différents. On peut travailler autour de la qualité, hein, la qualité d'une eau, donc d'une eau salée et donc de l'eau d'un aquarium. Donc c'est toujours pareil, là c'est des idées, mais ça c'est pas des parties qu'on va pouvoir développer beaucoup sans avoir le thème, sans avoir la partie. Est-ce que moi par exemple quand je suis tombé sur évaluation, donc il a fallu que je tourne différemment les choses. En fonction, si vous tombez sur différenciation, ce genre pardon, de concept à développer avec, il faut des idées globales mais rien à avoir de défini, hein. Donc je sais que si j'étais tombé sur ce montage, je serais parti sur la qualité soit d'une eau salée pour un sérum physiologique, soit d'une eau d'aquarium. Mais après, derrière, il faut adapter, hein. Alors, pour le mélange binaire. Donc mélange binaire. Alors mélange binaire, celui-ci me tient un peu à cœur. Alors je ne suis pas tombé dessus, mélange binaire, pour la leçon, mais je suis tombé dessus pour les TP. Donc c'est pour ça que je m'en souviens bien de celui-ci. Alors pour les mélanges binaires, donc d'abord tous les mots de vocabulaire, hein, les constituants non réactifs, la variance, les équilibres avec les phases, ce qu'on va appeler fraction molaire, fraction mastique, théorème de moment, etc. Donc vous allez avoir tout un tas de mots de vocabulaire à maîtriser. Les diagrammes binaires, donc souvent on va avoir des équilibres liquide et gaz, mais ça peut être aussi solide-liquide, c'est un peu moins développé. Généralement, on va plutôt travailler sur celui-ci, avec donc les différentes... après, il faudra revoir toute la partie leçon autour de ces mélanges-là, hein. Donc ça, c'est très spécifique à un mélange binaire. Donc il faut bien maîtriser la leçon qui va autour. Alors, je pense que c'est très 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 important à maîtriser ces mélanges binaires, parce qu'en fait, ça va être justement dans ce que je vais vous montrer maintenant, sur les techniques de séparation par Dean Stark. Pourquoi? Comme je vous ai dit, moi ce que je voulais c'est tomber sur estérification, parce que c'est un TP que je trouvais intéressant dans beaucoup de montages. Donc je voulais tomber dessus. Donc à partir du moment où on veut tomber dessus, si on peut le mettre, on le met. Et si on le met, il faut connaître la leçon qui va autour. Donc j'avais bûché à fond la partie mélange binaire, leçon, parce que je voulais tomber dessus au niveau expérimental. Et malgré tout, sur certaines questions, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais il y a des petites choses qui leur avaient pas plu.
même en connaissant bien, donc faire attention. Alors je me suis à peu près dépatouillé, mais, mais des fois c'est un peu compliqué. Donc mélange binaire, c'est important de le connaître, de connaître tout ce qu'il va avoir autour. Donc on va parler après des distillations, du raffinage, de la séparation Bardeen-Stark, des températures, cristallisation fractionnée, etc. Donc de façon globale, moi je pense que c'est une leçon qu'il faut bien maîtriser pour justement, surtout la partie TP. Alors on l'a déjà mis un petit peu plus tôt, cette partie-là. Donc, comme je vous dis, c'est important de pouvoir remettre quelque chose. Donc, repartir sur le mille et une questions, page 33, et le Duno, chapitre 3. Pouvons-nous obtenir un alcool pur à partir du vin? Donc, voilà, on l'a déjà utilisé. Il faut voir dans les autres leçons. Donc, la variance, autour de la variance question 10. Donc, c'est assez intéressant. Si vous voyez dans le mille et une questions, question 10, on va pouvoir travailler autour de la variance. Moi, j'aime bien cette question-là. Il faut bien essayer de travailler autour. Ensuite, la construction d'un diagramme, expliquer ça. Donc, autour de la question 11 et la question 15 et du Duno, page 235. Donc, travailler sur les variances, travailler sur les zones, les lignes, etc. Ensuite, très important, expliquer la composition des phases. Donc expliquer le théorème des moments par exemple, ce genre de choses. Donc toute la leçon sur la composition de notre mélange. Et donc avec comme application, comme je vous ai expliqué, est-ce qu'on peut retrouver de l'alcool pur à partir d'un vin? Ça c'est intéressant, comme je vous avais expliqué la dernière fois, avec les mélanges. C'était les mélanges, c'était pour lequel je ne sais plus, pour solvant je crois. Je sais plus. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra réutiliser plusieurs fois. Hein. Peut-on obtenir de l'alcool pur à partir du vin, donc Duno, page 227. Pour la partie pédagogique, alors ça, c'est un TP que je fais moi en classe, en seconde, et comme je suis tombé dessus à la partie expérimentale, j'ai fait le TP. Je l'ai fait à la manip, dosage par étalonnage de masse volumique. C'était assez intéressant. Donc ça, on verra plutôt dans la partie montage. Donc établir la composition d'un échantillon à partir de données. Et c'est inspiré donc du Hatier, seconde, page 14. Donc on va avoir des solutions étalons avec différentes concentrations, différents pourcentages d'alcool et d'eau, et on va pouvoir faire un dosage par étalonnage. Donc ça, c'est les documents que j'avais scannés du mille et une questions sur lesquels j'avais travaillé et avec le corrigé. Et ça c'est mon TP. Ça c'était mon TP que je faisais avec mes secondes. Que j'ai du coup fait que j'ai fait en direct pour mon épreuve expérimentale. Numéro 10, proportion et stoichiométrie. Donc stoichiométrie d'une espèce, donc les complexes, donc on peut s'intéresser au nombre de ligands, les oxydes métalliques, les alliages. Donc il y a toujours un nombre qui va être associé, des nombres associés aux constructions. Derrière, dans la réaction chimique, évidemment, dans les équations, on va avoir tous les nombres stoichiométriques. Donc on va pouvoir parler des tableaux d'avancement. Évidemment, le nombre stoichiométrique est hyper important. Les réactifs annexés en défaut, donc les proportions stoichiométriques. Hein, donc ça, c'est tout ce qui va être pour les titrages. Très intéressant. Et c'est pareil pour prévoir les quantités de produits. C'est important de connaître les nombres stoichiométriques.
Donc en application, comme je vous ai expliqué, donc tout ce qui est titrage, tout ce qui est calcul de proportion dans les synthèses, pour les équilibres, la cinétique, etc. La cinétique, pourquoi? Parce qu'en fonction du coefficient, ça va changer les ordres de vitesse, notamment. Donc pour l'intérêt de la stoichiométrie, donc je pense à deux exemples, les proportions dans un alliage et la stoichiométrie dans un complexe. Donc dans un alliage, donc là on va faire un peu de cristallo. Un petit peu de cristallo. Moi je pensais m'appuyer sur cet exercice-là, 9.9.14, autour de la maille cubique, et les sites octaédriques étaient occupés par l'hydrogène, donc pour stocker le dihydrogène dans un alliage. Donc en plus c'est un thème d'actualité, c'est assez intéressant, moi j'aime bien. Et ensuite la stoichiométrie d'un complexe, pareil, partir sur l'exercice numéro 8 pour 8.22 pardon, du PC d'Uno, pour voir justement ce qui se passe entre les ions fer et l'orthophénotroline. Voilà. Donc ça c'est intéressant, je pense, pour moi c'est bien de voir ces deux types de... voilà, je trouve intéressant de parler un peu de cristallographie et de parler un petit peu des complexes et de tout tourner autour de deux exos. Voilà, c'est comme ça que j'aurais fait si j'étais tombé dessus. Et ensuite, bah, au niveau du pré-bac, moi je partirais sur le tableau d'avancement. Voilà. Tableau d'avancement, je pense qu'il y a de quoi faire vraiment autour de ça. Il y a de quoi faire quelque chose d'intéressant. Donc on peut prendre n'importe quel bouquin de première spé. Moi j'ai la Hatier, page 42, qui est intéressant. Équilibre chimique. Équilibre chimique. Donc pour l'équilibre chimique, donc il y a tout ce qui est au niveau de l'enthalpie libre et des potentiels. Attention, là il faut quand même maîtriser, c'est un petit peu technique quand même. Avec les minimums, critères d'évolution, les équilibres, etc. Et ça, cette relation-là qu'on va voir au niveau du lycée. Donc l'équilibre est atteint quand la constante d'équilibre est égale au quotient de réaction. Ici, les équilibres. Donc là, on va voir tout ce qui est autour de l'équilibre. Donc tous les différents K, K, KS, etc. Les mélanges binaires, évidemment. La dépendance de la température. Donc ça, c'est très important. Que la constante d'équilibre ne dépend pas des quantités, par exemple, de réactifs introduits, par exemple. Ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, donc, de prévoir des calculs de constante d'équilibre ou l'influence de la température, justement, de voir la variation de la constante d'équilibre. Donc ça, c'est intéressant. Et les facteurs, donc, importants. Donc, comme on en a parlé, ben, la température, c'est important. Les pressions qui sont importantes, même si les quantités de matière ne vont pas influencer l'équilibre, la constante d'équilibre, pardon, elle ne va pas influencer la constante d'équilibre, mais elle peut déplacer la transformation dans le sens direct ou indirect, notamment ce qu'on a vu avec le DINSTAR, quand on va enlever un produit par exemple, mais aussi on peut mettre des grandes quantités de réactifs pour déplacer aussi l'équilibre dans le sens 1, par exemple. Donc en partant de cette courbe, parler des équilibres chimiques, donc on va avoir une réaction de type A plus B donne C. Donc le programme qui va donner cette courbe, il est dans le Duno chapitre 2, PC. Donc il faut aller voir l'évolution du système chimique avec le signe d'enthalpie libre. Donc ce qu'on peut faire, c'est prédire, justement, on va aller un minimum avec l'avancement justement qui va être ici. Donc pour obtenir ce programme, donc je l'ai ici, il est là. Donc il était dans le bouquin, je l'ai recopié. S'ils sont dans les livres, on peut les recopier pour obtenir la courbe. Ça prend, allez, faut pas se tromper quoi. Ça prend 10 minutes à recopier, mais on sort une courbe qui est hyper intéressante. Et on peut expliquer justement la forme, et on peut baser notre leçon autour de ça. Donc vous l'avez à la page 102. Donc parler des constantes d'équilibre, les démonstrations, voilà. On part des potentiels,
on refait toutes les démonstrations. Alors ça, c'est bien de les connaître, mais vous avez, pendant vos 4 heures de préparation, vous avez le temps de vous remettre tout en tête avec le bouquin. Donc c'est bien de connaître de base, mais on peut se le remettre un petit peu en tête. Donc moi, je referai la démonstration. Et ensuite, en application à la page 109, dissolution du diode solide dans l'eau. Voilà, avec la détermination de certaines valeurs à connaître. Voilà, donc moi je partirai là-dessus, autour de l'évolution du système et de certaines démonstrations de thermo. Ensuite, au niveau pédagogique, je partirai sur la détermination d'un PK. Voilà. Trouver un PK, et vous avez dans le H7, page 155, notamment détermination du PK et de l'aspirine. On peut faire aussi, j'ai déjà fait le diagramme le PK de l'acide éthanoïque avec différents mélanges, acide éthanoïque, ion éthanoate, ça peut être ça aussi. Différents types de mélanges, et on retrouve on va retrouver le PK à partir de la relation pH égale PK plus log de concentration de la base sur concentration de l'acide notamment. Voilà. Donc ça c'est la courbe qu'on obtient, et ça c'est le programme qui est donné à la page 102. Donc évolution du système chimique. Alors pour l'évolution du système chimique, il y a deux parties importantes. Donc déjà la partie thermodynamique, hein. Alors, ce qu'on va appeler évolution spontanée, évolution forcée, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu la thermo, c'est tout ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure dans la leçon précédente. Attention, dans évolution, il y a aussi évolution temporelle. Alors c'est pour ça qu'aussi on va avoir l'aspect cinétique. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc il y a la thermo, mais il y a aussi la cinétique. Il faudrait qu'on y pense un peu après dans la deuxième partie, quand on va faire notre leçon. Avec les facteurs, du coup, attention, parce qu'il va y avoir des facteurs qui vont favoriser du coup la cinétique et d'autres facteurs qui vont valoriser la thermodynamique. Il peut y avoir compétition entre les deux. Donc moi j'aime bien cette leçon parce que ça nous apporte énormément de variétés possibles. Énormément de variétés possibles. Donc pour la première partie, c'est exactement la même chose que pour la leçon précédente. Donc pour ça, je ne vais pas le refaire. Si vous pouvez éviter d'avoir deux fois des choses différentes à faire, bah non. Hein. Donc on garde exactement la même chose post-bac que la partie précédente. Et donc pour la partie pédagogique, du coup, donc là comme on parle de la partie thermodynamique au niveau post-bac, on va parler de la partie cinétique au niveau du lycée. Donc ça c'est niveau terminal. Alors, si vous avez envie de vous lancer dans du Python, vous pouvez. C'est un peu, si vous maîtrisez, c'est bien. Si vous ne voulez pas, ben, vous le faites à l'ancienne, classique. Je vous ai mis un programme qui va fonctionner, donc c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-ci qui fonctionne, que j'ai testé, où on va obtenir des courbes intéressantes. Si vous voulez fouiner sur mon site aussi, j'en ai un. Là, on l'a fait actuellement en plus. C'est sur l'eau oxygénée. Pour retrouver les vitesses de dégradation de l'eau oxygénée. Voilà. Un TP de cinétique, partir sur un TP, ou vous partez sur un TP, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé, et si vous ne partez pas sur un TP, moi ce que j'aime bien, c'est quand on parle de cinétique, c'est parler du LN de la concentration en fonction du temps, et on retrouve du coup, on a un peu de maths, on va partir du LN. Voilà. Faut aller fouiner un peu sur mon site dans le chapitre sur les vitesses, et c'est la cinétique de terminale, et il y a pas mal de choses à prendre dedans. Voilà. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, il faut quand même maîtriser un petit peu.
les compétitions entre produits thermodynamiques et produits cinétiques. Ça, c'est si vous voulez qu'on vous pose des questions d'orga. Ça, c'est à vous après de le sentir. Si vous êtes à l'aise, une petite conclusion dessus et ils vont attaquer direct par ça. Donc voilà, donc c'est un chapitre qui est très complet. Alors l'avantage de ce chapitre très complet, c'est qu'on peut, si on n'est pas à l'aise, zapper des parties. Hein. Attention, ne faites pas que de la cinétique parce qu'ils vont vous poser des questions de thermo derrière. Hein. Il vaut mieux éviter de faire ce genre de choses. Pas forcément recommandé. Donc leçon 13, conversion d'énergie lors de la transformation chimique. Donc tout d'abord, pour la conservation d'énergie lors de transformation chimique, pour l'énergie chimique, donc revoir un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les bases de thermo, donc les potentiels, enthalpie standard de réaction, etc. Évolution des potentiels. Et ensuite, moi je divise en deux parties avec les transformations qui vont être forcées et les transformations qui vont être spontanées. Donc transformation spontanée, on va avoir du coup des applications pour la formation d'énergie électrique comme la pile, thermique avec les combustions, lumineuse, mécanique, etc. Et là, on va avoir du coup un delta Rg qui va être négatif. Pour les transformations forcées, on va s'éloigner d'un équilibre et donc ça va être l'inverse. Donc on va avoir une énergie extérieure qui va venir forcer la transformation. Lumineuse, si vous voulez, vous pouvez parler aussi des photosynthèses par exemple, électrique. Et on peut aussi faire tout ce qui va être renforcé, tout ce qui est apport d'énergie électrique pour faire par exemple la synthèse de O2 et H2 à partir de l'eau, ce genre de choses. Donc au niveau du post-bac, moi je pensais partir sur transformation spontanée, conversion d'énergie chimique en énergie thermique. En application, on partirait sur la température de flamme. Ça c'est page 119, 118, 119. Donc regardez bien dans le Duno là. Et moi j'ai trouvé l'idée intéressante. Essayez de construire. Donc d'abord construire un petit peu vos formules, vous expliquer la leçon autour. Donc vous revoyez bien cette partie-là. Et derrière, on applique là-dessus. Prenez vraiment bien le temps de développer chaque partie. Et après, on finit là-dessus. Et au niveau pédagogique, moi je partirais sur transformation du coup forcée, électrolyse de l'eau, respirer dans un sous-marin, que je trouve intéressant. Donc on part tout autour de l'électrolyse de l'eau, il y a plein de choses à faire. Et avec un exemple concret que j'ai trouvé dans le Hatier, page 238. Oxydoréduction, la 14. Donc tout d'abord au niveau des généralités, donc évidemment on va redéfinir ce qu'est un oxydant, un réducteur, un couple, les réactions d'oxydoréduction, le nombre d'oxydations. Toute la partie thermodynamique qui est intéressante, voir le sens spontané d'évolution. Donc on peut prévoir avec justement les E0, etc. Donc potentiel d'oxydoréduction et les facteurs qui vont influencer tout ça, avec diagramme potentiel pH notamment. Et la partie donc cinétique qui est intéressante, les courbes intensité potentielle, c'est intéressant, et donc les limitations de cinétique. Ça, c'est une partie qui peut être aussi sympa à voir. Ensuite, au niveau des applications, donc tout ce qui est titrage évidemment, les piles, l'électrolyse, la corrosion, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Oxydoréduction, c'est très très vaste. Donc ça on a déjà vu tout à l'heure, je peux en reparler. Contrôle de qualité d'une eau, méthode de Winkler, titrage indirect d'oxydoréduction. Comme je vous ai dit, si vous avez une partie post-bac qui peut aller dans plusieurs leçons, allez-y, foncez. Donc c'est pour ça moi que j'aime bien cette méthode de Winkler. On en a parlé un peu précédemment, donc je ne vais pas en reparler maintenant. Je vous ai mis les ouvrages intéressants pour en parler. Électrolyse de l'eau. Donc comment respirer dans un sous-marin, on en a parlé aussi.
juste avant. Vous avez vu, là, il n'y a rien de nouveau, hein. Donc, dans ce montage, à part l'introduction qui va être différente. Mais après, on n'a rien de nouveau au niveau des apports, hein. On va réutiliser ce qu'on peut dès qu'on peut, hein. Donc leçon 15, dispositif électrochimique. Donc pour l'introduction, moi je partirai sur les électrodes. Donc dans le Duno, page 700 à 90 plus, vous verrez, il y a les définitions des différents types d'électrodes. On peut en parler un petit peu. Ensuite, je parlerai donc de la cellule électrochimique, des réactions d'oxydoréduction qui vont être associées au dispositif. Donc la notion d'oxydant, de réducteur, de couple, transfert d'électrons, équation, différence entre oxydation et réduction par exemple. Et ensuite toute la partie thermodynamique. Donc les réactions spontanées, expliquer pourquoi une transformation va se faire ou pas de façon thermodynamique. Et donc si on voit les spontanées, on va effectivement les forcer dans l'autre sens, parler de potentiel, d'enthalpie libre standard, etc. Attention, donc il y a des dispositifs électrochimiques qui fonctionneraient bien thermodynamiquement, mais la partie cinétique est importante, hein. Les vitesses de réaction, transfert de charge, transfert de matière, et si vous vous sentez, il faut être quand même faut être prêt, donc toute la partie intensité potentielle, si vous êtes à l'aise, mettez-le, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le mettez pas, hein, ça évitera les questions. Et ensuite toutes les utilisations, donc tout ce qui est transformation forcée avec électrolyse, tout ce qui est dosage, titrage, etc. Et évidemment création de générateurs. Là, elle est très complète. Le jour de la grecque, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder donc le rang 1 et rang 2. Et à la rigueur, vous pouvez mettre un rang 3 uniquement sur ce que vous maîtrisez pour essayer d'attirer les questions dessus, hein. Je sais pas, moi, par exemple, si vous parlez de diagramme potentiel pH, si vous maîtrisez, c'est bien de le mettre, par exemple. Ils vous poseront des questions dessus. Alors que si vous ne maîtrisez pas les courbes d'intensité potentielle, tant qu'à faire, on les enlève. Il vaut mieux pas trop tendre le bâton pour se faire battre. Donc comme je disais, si vous voulez faire un rappel sur les électrodes, Duno PCSI page 790+, et sinon des livres un peu plus techniques, comme le Cachot, page 96+. Alors, pour la partie post-bac, moi je partirai plutôt sur la cinétique d'oxydoréduction, avec tout ce qui est courbe intensité potentielle, montage à 3 électrodes. Vous avez tout ça dans le Duno de deuxième année. Il faut fouiner un peu, revoir la leçon, si vous vous sentez. Et toujours, après une leçon, après une partie leçon, moi je conseille toujours un exemple concret. Donc là, il y a un exercice qui est plutôt bien fait, page 412 je trouve. Moi je m'appuierai sur cet exercice-là, donc sur la production de dichlore. Voilà. Un exercice complet, plus le cours, ça vous fait tenir sur la durée. Et donc si vous parlez de ça au niveau post-bac, au niveau pédagogique, un travail sur la pile, ça me paraît très bien. Donc là, il y a 1000 choses à faire, hein, ça dépend un peu de ce que vous voulez. Vous ouvrez n'importe quel manuel de terminale et vous cherchez un petit peu le principe des piles. Donc pour le 16, métaux et environnement. Donc c'est important, c'est métaux et environnement, hein. Il y en a qui font que métaux, on n'oublie pas environnement. Donc pour métaux et environnement, donc où est-ce qu'on trouve les métaux dans l'environnement? Donc les ressources, on parle un petit peu de la croûte terrestre, comment on va récupérer les métaux avec les déchets, etc. C'est important, on verra pour la suite, pour le post-bac, on va partir un petit peu d'environnement et du coup où trouver les métaux. Donc le principe, donc la structure des métaux, donc là on va avoir toute la partie cristallographie. Donc tout autour de la maille cristalline et des alliages. De la même façon, si vous vous sentez à l'aise en cristallo, je vous conseille de mettre bien des détails ici dans votre introduction. Si vous ne vous sentez pas trop, évitez, hein, comme d'habitude. Et ensuite, on va voir les deux types de propriétés des métaux, donc propriétés physiques, donc tout ce qu'on connaît, conducteur d'électricité et conducteur thermique, les propriétés optiques. Si vous vous sentez, alors là, dans le travail en deuxième année sur les métaux avec les ondes, ça peut être monstrueux, mais alors là, il faut être costaud. Ce n'était pas mon cas. Expliquer pourquoi les ondes ne traversaient pas les métaux. La partie mécanique,
donc expliquer les propriétés mécaniques des métaux, les densités élevées, et là on a encore un travail sur la cristallo avec la compacité, et les températures de fusion. Donc ça, il faut expliquer avec les modèles justement des forces, les interactions entre les cations. Voilà, là-dedans. Et propriétés chimiques, donc au niveau de l'oxydoréduction, on a beaucoup de travail autour des métaux. La précipitation, donc avec tous les tests dès le niveau collège, puisque les tests du fer, du cuivre, je crois, au niveau collège, on a ces deux tests. Et les liaisons. Les intérêts des métaux. Donc après, donc le fer, pourquoi? La fabrication d'objets peu coûteux, hein, tout simplement. Les non ferreux, on peut voir différents types d'intérêts, donc souvent l'intérêt soit de conducteur ou de résistance à la corrosion. Les métaux précieux avec les bijoux, et des métaux qui vont être très techniques. Donc là, après, il faut rentrer dans les détails si on s'y connaît. Donc voilà pour les métaux. Et donc l'environnement, donc, ce qui va nous intéresser, c'est du coup où est-ce qu'on les trouve, et finalement comment éviter tous les problèmes de pollution, hein. Donc je me suis appuyé pour faire cette carte mentale sur le Duno de première année, page 532. Alors je propose au niveau du post-bac de travailler autour du cuivre, obtention du cuivre. Donc la première partie, c'est vraiment partir sur le cuivre natif, c'est-à-dire comment on le trouve, où est-ce qu'on le trouve, dans le sol, etc. Donc c'est pour ça le côté environnement, on part d'ici. Et on va avoir un gros travail autour des diagrammes potentiels pH. Donc il faut voir au niveau première année, au niveau de la page 872. Ça c'est intéressant, le travail donc autour de ça. Donc raffinage du cuivre par électrolyse, électro-raffinage, ça va être un exemple aussi. Lixiviation, donc travailler toujours autour du diagramme potentiel pH. Et la réduction, alors là on peut mettre une petite manip en classe, de temps en temps on en met dans les exposés. On peut en mettre une petite, est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne sais pas, à vous de le dire. À voir. À voir. Donc moi je travaillerai vraiment autour des courbes d'intensité potentielle dans un premier temps, et ensuite potentiel pH. Voilà, donc ça c'est les deux choses importantes au niveau leçon, et tout autour du cuivre. Voilà, on fait le cycle, on explique pourquoi il y a des choses qui se produisent et d'autres non. Moi j'aime bien partir sur le cuivre. Au niveau de la deuxième année, alors maintenant, je sais pas si c'est... Alors il y a eu une réforme de l'enseignement scientifique, notamment sur la partie cristallo, donc il faudrait vérifier si c'est toujours dans le programme. Ça c'est peut-être devenu hors programme maintenant, à vérifier. Le travail sur le paramètre de maille, toujours du cuivre, donc c'était pour rester sur le cuivre. Si jamais ça y est pas, on peut travailler niveau collège ou lycée sur les hydroxydes de métaux, donc les tests par exemple. On peut faire un peu travailler autour du test avec l'ion fer, l'ion cuivre, avec l'hydroxyde, précipité bleu, précipité vert, etc. On peut faire un travail autour de ça par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sinon? On peut travailler sur l'oxydoréduction, hein, sinon. On peut travailler sur l'oxydoréduction en première spé, par exemple, aussi. Si ça fonctionne plus. Donc acidité, donc d'abord des définitions de l'acidité, hein. Donc les trois définitions, avec les évolutions hein, dans le temps. Les acides dans la vie courante, donc dans ce qu'on va manger par exemple, ou dans les produits ménagers, ou l'environnement, ce genre de choses, ou dans le vivant. La mesure de l'acidité, donc avec les mesures de pH, la définition du pH, les mesures de pH. Donc là, on va avoir un niveau terminal ou collège, mais sans les calculs. Collège, donc on va juste avoir pH entre 0,14, acide, basique. Et ensuite, donc tout un travail autour des équilibres. Donc détermination d'une constante d'acidité, par exemple. Les couples acide-base, et du coup, avec quand on a des quantités particulières de l'un et l'autre mélangées, on va former les solutions tampons. Donc on va avoir tout un travail autour de l'équilibre entre l'acide et la base conjuguée. Beaucoup au niveau terminal spécialité. Et après, on peut aller pousser un petit peu plus loin. Là, on va rester dans le niveau terminal. Ça va pas beaucoup plus loin, hein. Acidité, là, on va pas très haut au niveau difficulté. On reste vraiment dans le niveau lycée.
Et ensuite tout ce qui est titrage au niveau de l'acidité, donc les suivis, différents types de suivis. Pourquoi? Parce que pH-métrie, donc il y a une évolution du pH, donc on peut faire ces suivis, mais colorimétrique, on verra après avec les complexes. Et conductimétrie, donc ça c'est intéressant parce que souvent on va avoir H3O+, HO- qui vont intervenir. Et donc forcément des variations de conductivité. Donc on travaille autour de la concentration et des incertitudes. Donc moi ce que je vous conseille, on verra un petit peu tout à l'heure, ça reste assez facile entre guillemets pour de la greg. Et du coup on va aller chercher la difficulté technique, je pense, là-dedans. Voilà, il faut toujours rajouter un peu de difficulté, sinon ça risque d'être trop facile, enfin trop facile. Si vous proposez quelque chose de trop simple, ils ne vont pas apprécier, hein. Alors, donc pour la partie pédagogique en premier, on travaille autour d'un produit ionique de l'eau, réaction entre un acide et de l'eau, donc transformation équilibrée ou quasi totale, acide fort, acide faible. Voilà, on travaille sur, sur fort, faible, ça c'est fait en terminale. Et prévoir la composition d'une solution, alors là ça peut être compliqué sur un acide faible, avec l'équation du second degré. Ça peut être technique là, hein, vous n'êtes pas obligé, il faut voir. Il faut fouiner dans le cours acide-base sur les équilibres, hein, force des acides. D'ailleurs, si vous allez chercher dans le chapitre force des acides et des bases de terminale. Donc il y a de quoi faire. Autour d'un TP, je pense que c'est intéressant. Moi j'aime bien quand je peux, à la partie pédagogique, se faire autour d'un TP. Parce qu'on peut faire à la fois l'évaluation, on peut faire plein de choses autour. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc pour le post-bac, donc je partirai autour des titrages. Donc pour le titrage, on va voir un petit peu tout le principe d'un titrage, les différents types de suivi, colorimétrique, pH-métrique, conductimétrique, et basé un petit peu sur cet exercice des mille et une questions, sur est-ce que c'est judicieux de faire un titrage plutôt pH-métrique ou plutôt conductimétrique. Donc ça va être assez facile au niveau collège, au niveau lycée, pardon. Là où ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est à partir de la partie 4. Donc 4 et 5, donc là on va aller sur le post-bac maintenant. Donc là il faut aller assez vite quand même pour le début, et après il faudra passer plus de temps sur la fin. Donc la notion de polyacide, c'est-à-dire que quand je dose un polyacide, est-ce que je dose pas les deux acidités d'un coup? Est-ce que c'est l'une après l'autre? Etc. La même chose pour les polybases et les mélanges d'acides, c'est pareil, est-ce que je vais doser les deux acides d'un coup ou en deux fois? Donc tout ça, je pense qu'il faut axer le travail sur la fin, hein. Et là du coup c'est intéressant. Du coup cet exemple est intéressant, avec un titrage d'un mélange d'acide par de la soude. Alors pourquoi c'est intéressant? Je vais vous le mettre ici, la question, parce qu'on voit qu'au niveau du titrage pH métrique, on va avoir un et deux sauts, alors qu'au niveau du titrage conductimétrique, en fait, on va avoir qu'une seule fois, hein. Donc, je trouve assez intéressant de rajouter de la difficulté en prenant l'exemple d'un mélange d'acide. Voilà, donc ça sera plutôt la partie 5, un mélange d'acide, assez intéressant. Et pour rajouter, comme je vous ai dit, parce qu'il faut rajouter de la difficulté, sinon c'est une exposé qui sera trop facile, et ça on va vous le reprocher. Donc insister sur la partie, et donc je rajoutais l'incertitude. Et je partirai sur le Monte Carlo parce que, toujours pareil, hein, Monte Carlo, c'est à maîtriser parfaitement pour moi pour la partie expérimentale. Donc quitte à le maîtriser parfaitement pour la partie expérimentale, si on peut le caler sur un exposé, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, la difficulté pour moi dans cet exposé, c'est de ne pas faire quelque chose de trop facile. Donc on vous le reprochera, hein. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose de trop simple, vous ne pourrez pas aller au-dessus de 12 ou 13. Et ça peut être trop juste après pour la suite. Alors niveau 18, les complexes. Alors là, on va arriver sur un peu plus dur par contre. Donc les complexes. Donc d'abord, on va essayer d'expliquer ce que c'est un complexe, hein. Donc avec un centre de structure et des ligands autour. Il faut expliquer un petit peu que voilà, quelques petits mots de vocabulaire, monodentate, polydentate, etc. Un petit peu d'histoire.
Là, j'ai bien mis Ziegler-Natta et Eck, ça c'est important, parce que c'est ceux qu'on va utiliser ensuite pour la partie post-bac. Donc ça, c'est deux exemples intéressants, et en plus, on va pouvoir les retrouver dans plusieurs exposés. Donc ceux-là, je les aime bien. Donc une petite partie un peu historique. La nomenclature, donc comment nommer un complexe, et là, expliquer un petit peu les géométries. Donc il y a tout ce travail de généralité. Où est-ce qu'on le trouve au quotidien? Donc dans le sang, les couleurs, pourquoi le sulfate de cuivre est bleu, hein, par exemple, ce genre de choses. Et ensuite, donc une partie assez compliquée autour des orbitales, hein, moléculaires. Donc là, vous avez tout un travail à faire qui est intéressant dessus. À fouiner. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans les livres de cours, c'est plutôt bien organisé, donc vous avez le temps de vous faire une petite révision avant, hein. Même, bon, il faut quand même maîtriser un peu avant, mais revoir un petit peu ce cours avant, ça peut être intéressant. Les complexes en solution, donc on en a parlé tout à l'heure, avec les couleurs. Donc il va y avoir dans la partie chimie des solutions, donc tous les calculs autour des concentrations, des équilibres, donc les constantes d'équilibre associées, ce qui va changer ensuite s'il y a un complexe ou s'il n'y en a pas. Et toute la partie catalyse, donc ça on va en parler, la catalyse, les complexes, catalyse, donc ça on va bien parler dans la partie exposée. Et donc dans tout ce qui est titrage, et notamment titrage, ça va servir d'indicateur coloré par exemple. Alors, donc moi je partirai sur l'activité catalytique des complexes. Pour quelle raison? Parce que vu qu'il y a un exposé qui s'appelle catalyse, en fait avec la même partie, on va pouvoir faire deux exposés. Donc activité catalytique des complexes, on fait les complexes et on fait la catalyse, c'est intéressant. Donc on va parler de l'addition, donc tout ça on va le retrouver dans le bouquin de deuxième année autour des pages 700. Donc parler de l'addition oxydante, l'élimination réductrice, insertion, désinsertion. Donc ça vous avez tous les cycles dans le bouquin, hein, vous pouvez les regarder. C'est assez bien fait. Et moi du coup ce que je vous ai expliqué, c'est se concentrer sur deux prix Nobel. Donc c'est assez intéressant. Donc le cycle catalytique, réaction de Heck et polymérisation. Alors celle-ci, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'on va aussi la retrouver dans la polymérisation dans d'autres exposés. Puisqu'en fait on va pouvoir le réutiliser avec les polymères plus tard. Donc allez fouiner un petit peu ces deux types de réactions. Si vous arrivez à comprendre les cycles, et après le jour J, il suffira juste de se les remettre en tête et le refaire, hein. Donc je pense qu'on peut tourner autour de ça. Attention que ce ne soit pas trop court quand même. Mais si on explique tout, ça peut être pas mal. Ensuite, au niveau du pédagogique, c'est beaucoup plus compliqué de faire quelque chose. Donc travailler autour de l'EDTA. Il faut voir, donc il n'y a pas vraiment de manuel, donc j'ai trouvé quelques manuels qui en parlaient, des livres de TP ou d'autres endroits. Il faut voir à quel point ça peut rentrer en STL par exemple. Des fois ça peut être intéressant de le mettre. Sinon les complexes, à part dire que le sulfate de cuivre est bleu, ça fait un peu léger. Sinon on peut pas trop en parler, hein. Compliqué au niveau pédagogique. Donc il faut faire au mieux. Je pense que ça peut être pas mal. À voir. Donc polymère, donc qu'est-ce qui va être intéressant dans le polymère? Donc déjà expliquer ce que c'est un polymère, hein, donc toutes les généralités, parler du monomère, de la structure. Ensuite, comme tous les autres matériaux, donc expliquer où est-ce qu'on va les retrouver au quotidien, les différents types de polymères, donc thermoplastiques qui vont se déformer, thermodurcissables avec des résines par exemple, ou tout ce qui est élastique. Ensuite, les polymères naturels, donc ceux qu'on va trouver dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Et là, toute la partie technique, évidemment, ça va se retrouver dans les types de réactions. C'est là qu'il va falloir axer votre oral, hein, sur cette partie-là. Les réactions en chaîne et par étapes. Donc ça, on va voir un petit peu après. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, on va retrouver la polymérisation avec catalyseur. Dès que vous pouvez avoir
un exercice qui va se retrouver dans différentes parties, faites-le. Donc, en deuxième année, autour des pages 700 et autour des pages 900, vous allez avoir du cours autour des réactions de polymérisation. Donc la première partie sur la réaction en chaîne, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les alcènes polymérisés avec un catalyseur particulier. Ça, c'est à regarder tranquillement. Il y a des cycles, Bon, c'est pas si dur. Il faut se pencher dessus, il faut passer une petite demi-heure et après c'est bon. Réaction par étape. Donc ça, c'est pareil. On regarde un petit peu le cours. Et là, moi, j'ai deux exemples qui sont intéressants. Donc la polycondensation pour synthétiser le nylon 6,6. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être fait en manip. Vous pouvez très bien la demander le jour J. Il y a des fois, il y a deux mélanges, il y a deux liquides à mélanger. Et vous avez le nylon qui va se créer à l'interface des deux liquides. Bon, ça peut être intéressant, mais testez-le d'abord hein, chez vous, enfin, au collège ou au lycée. Sinon, c'est un petit peu bancal, mais ça peut être une petite manip, pourquoi pas. Et ensuite, une polyaddition. Donc, vous allez revoir ce que c'est le Diels-Sadler. Voilà, pour voir comment on va additionner ces deux morceaux pour former le polymère. Bon. Toujours important de faire un peu de cours, pour moi, toujours un peu de cours et des exemples précis. Ici, voilà, on peut repartir sur un prix Nobel. Ils aiment bien hein, qu'on parle de personnes, en plus assez récents. Il faut regarder dans l'histoire de la chimie, c'est quand même des prix Nobel assez récents. Alors peut-être pas celui-ci, non, c'est le Eck qui est récent. Celui-ci il est peut-être un peu plus vieux, il a peut-être 60 ans ou 50 ans. Voilà. Ça sera pour la partie post-bac. Donc on remontre les cycles et on voit un petit peu tout ça avec trois exemples. Au niveau pédagogique, donc polymère c'est un peu limité. Hein. Donc moi je partirai sur le niveau terminal spécialité. Voilà. Il y a un petit passage, alors là c'est assez court, il n'y a pas grand chose dans le cours sur les polymères. Peut-être insister sur... peut-être partir de la nomenclature des molécules avant d'aller au polymère. Donc comment nommer les monomères par exemple, je ne sais pas. Il faut essayer de trouver... Ah, quoique peut-être pas, parce que monomères, après ça va être avec les alcènes. Les alcènes ils ne seront pas forcément... au programme, ou alors ce qu'on peut faire, polymère, ce qui peut être intéressant, c'est de revoir les estérifications, sinon. On peut faire l'estérification et on peut voir une polycondensation, par exemple. Donc la réaction d'estérification, donc ça rentre bien au programme. Ouais. On peut partir là-dessus, sinon, sur polycondensation, et revoir l'estérification pour gagner un peu plus de densité. Voilà, donc ça serait au niveau pédagogique. Alors pour la cinétique chimique, donc on va parler évidemment de vitesse, on va expliquer un petit peu les définitions, hein, les calculs, on va avoir des calculs de niveau lycée ici, donc les calculs de vitesse, les ordres de réaction, donc là au niveau du lycée on va s'arrêter à l'ordre 1, il faudra voir au niveau supérieur qu'on peut avoir des ordres 0 et ordre 2, et du coup les demi-réactions, pour l'ordre 1 c'est niveau lycée, et ensuite niveau 0. Ordre 0 et 2, ça sera supérieur, etc. Donc on va avoir toute la partie technique, elle va être là, ici, dans cet endroit-là. Ici, comment on fait des mesures de vitesse. Donc généralement, on va observer une propriété physique au cours du temps. En terminale, on va faire quoi? Mesurer soit l'absorbance, soit la conductivité, généralement. Absorbance soit conductivité, et donc on va retrouver l'évolution d'une concentration en mesurant l'évolution d'une absorbance ou conductivité dans certains cas. Voilà. Donc ça c'est plutôt au niveau terminal. Pour la partie physique, alors là la partie chimique c'est beaucoup plus compliqué puisqu'en fait au moment où vous allez devoir doser l'espèce
l'espèce dont vous voulez connaître la concentration, ben, la transformation est continue dans votre récipient et donc on doit passer par une baisse des facteurs cinétiques, hein, donc soit une trempe, baisse de température, soit une dilution, hein, pour baisser les concentrations et ensuite on va titrer tout ça. Donc ça, méthode chimique, c'est bien d'en parler mais c'est pas très courant de le faire. En tout cas pour nous on le fait pas trop. Ensuite, donc les constantes de vitesse, donc là c'est si vous faites la partie un petit peu exponentielle avec équation différentielle, on peut parler après des constantes de vitesse, on peut les retrouver, ou alors avec des tracés de le ln de la concentration en fonction du temps, ce genre de choses. Donc ça c'est tout ce qui est constante de vitesse. Ensuite les facteurs qui vont changer les cinétiques, donc température et catalyse principalement. Et là on va voir les différents types de catalyse. Alors pourquoi là je marque le Michaelis-Menten? Parce que généralement c'est l'exemple qu'on va prendre post-bac pour travailler. Cinétique ou catalyse. Voilà, quand vous travaillez sur catalyse ou quand vous travaillez sur cinétique, ça peut être un exemple de post-bac, travailler sur ça. Donc c'est bien de le mettre. Évidemment, il faut le mettre si on connaît un petit peu le principe. Et ensuite, donc ça c'est la partie post-bac sur tout ce qui est intermédiaire réactionnel. Donc toute la cinétique, elle va être basée souvent sur justement, hein, est-ce qu'il y a des espèces intermédiaires formées, etc. Et donc là, on va voir tout ce qui est mécanisme, approximation des états quasi-stationnaires, l'étape cinétiquement déterminante, etc. Donc là, on est sur du niveau post-bac ici, hein. Voilà, et ça, c'est intéressant à développer plus tard. Donc tout ça, c'est expliqué dans le livre de première année, un petit peu au début, et un peu plus tard, on va voir pourquoi. Donc il y a 2 endroits, il y a 2 chapitres. Alors, moi je partirais sur approximation des états quasi-stationnaires, mais ça peut être autre chose, hein. Clairement, ça peut être autre chose. Donc là, vous avez une partie du cours à la page 437 pour revoir un petit peu ce que c'est. Et on peut travailler sur un programme Python qui est déjà donné. Donc il suffit juste de le recopier. Je l'ai en dessous là, il est là. Il n'est pas si long, il se recopie assez vite et ça vous donne 2 courbes. Donc ça c'est assez intéressant. Alors pourquoi? Parce que vous allez avoir l'évolution des concentrations des réactifs et des produits. Donc là on va avoir une concentration qui augmente, donc ça va être un produit, une concentration qui diminue, ça va être un réactif. Et là, celle-ci, ce B là, ça monte un peu et ça diminue et ça reste stable. Et du coup, si je regarde la dérivation de ce B là, au cours du temps, en fait, on va avoir des grosses variations au départ et ensuite, assez rapidement, on va avoir un état assez stable. Donc c'est ça, hein, ça c'est les intermédiaires réactionnels. Donc l'intérêt, ça va être du coup de travailler autour de ces courbes. Alors ça, si numéro 1, en fait, il y a 2 choix. Soit vous tapez le programme et vous avez les courbes, soit numéro 2, plus simple, vous pouvez très bien donner aux assistants la page du livre et ils vont vous faire le scan. Moi, c'est ce que j'avais fait, hein. Alors, je ne suis pas tombé là-dessus, mais c'est ce que j'ai fait parce que j'avais besoin d'une courbe. Ils vous font le scan, ils vous donnent l'image. Et du coup, vous pouvez projeter l'image au tableau et la commenter, comme je viens de faire maintenant, en plus poussé évidemment. Et ça, c'est bien de pouvoir scanner. Et j'ai scanné une image le jour J, ça a été apprécié, je pense. Donc, partir autour d'un graphe à analyser, je trouve ça pas mal. Et ensuite, comme d'habitude, on va prendre un exemple. Donc, je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc, la catalyse enzymatique Michaelis-Menten et avec un exemple sur le dépeçage du poisson. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Je le trouve vraiment bien fait et puis en plus, c'est un cas concret. C'est l'exercice 8-10, page 496 du livre. Ça fait un exemple. Donc moi, j'aime bien ce passage-là. Donc, à travailler et vous avez tout comme ça. Pour la partie pédagogique, c'est un suivi cinétique. Donc il y a soit dégradation du bleu brillant par eau de Javel. Je vous ai dit aussi, on pouvait aussi voir H2O2 et I- par exemple, pour former I2, avec un suivi du coup d'absorbance. Là aussi c'est un suivi d'absorbance. Il faudrait voir si on peut pas en avoir certains avec un suivi conductimétrique. Bon, c'est vous qui voyez. Il y a plein de possibilités. Voilà. Donc là,
Ça c'est quoi? Alors ça c'est le programme pour le Python pédagogique. Alors, catalyse. Donc pour la catalyse, donc les trois types de catalyse. Donc avant de voir les trois types de catalyse, donc les généralités sur la catalyse, qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur, l'histoire des catalyseurs, les mécanismes qui ont été modifiés, donc ça va être toute la partie terminale de fin d'année là, sur les mécanismes, par exemple, et les différents types de catalyseurs qui ne vont pas faire tous la même chose. Hein. Donc les trois catalyses, ce qui est possible le jour J, alors faire une petite manip si vous voulez. Vous prenez oxygéné avec lion fer 2 pour celle-ci, pour enzymatique un morceau de viande ou de navet, et celle-ci un morceau de platine par exemple, avec votre oxygéné. Ça fait une petite manip d'intro, c'est pas mal. C'est assez intéressant. Donc dans les détails, c'est quoi une catalyse homogène? Donc on va avoir donc, toutes les espèces dans la même phase. Souvent des complexes qui vont se former. On verra après au niveau acide-base ou oxydoréduction. Bon, ça, je ne rentre pas dans les détails. Hétérogène, par contre, il y a plusieurs phases, donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est là où on va avoir notre morceau de platine. Donc, ça va être soit un morceau de métal qui va être posé. Et après, il faut voir après le principe même de la catalyse hétérogène où on va avoir la transformation qui va se faire à la surface de contact. Donc on va travailler sur la surface, comment trouver des matériaux qui ont des surfaces de contact très élevées avec la porosité, etc. Voilà. Alors ça, je ne me souviens plus exactement, il faudrait revoir. Je crois que c'était tombé à l'agrégation externe l'année où je l'ai passé. Et du coup, ils avaient trouvé des matériaux qui étaient hyper poreux, enfin qui avaient une surface de contact énorme. Donc ils travaillaient sur des matériaux avec la plus grande surface. Je n'ai pas tout en tête, il faudrait faire une petite recherche. Si vous arrivez à parler de ça, parce que vous êtes renseigné, ça fait toujours mieux. Attention, si on ne maîtrise pas, on évite. Voilà. Et ensuite, donc la catalyse enzymatique, on en a parlé tout à l'heure, mécanisme maintain avec l'enzyme. Donc ça c'est pareil, à maîtriser parce qu'on peut le mettre dans plusieurs cas en fait. Tout ce qui va dans plusieurs exposés, c'est bien de le connaître. Alors là, rien de nouveau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on a fait pour complexe, on peut le faire pour catalyse. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Vous prenez exactement ce que j'ai dit tout à l'heure sur complexe, ça marche pour catalyse. Maintenant, les effets du catalyseur. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'effet d'un catalyseur de façon qualitative avec l'eau oxygénée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais aussi, on peut voir le côté mécanisme réactionnel. Voilà, le côté mécanisme réactionnel, essayer de comprendre comment fonctionne un catalyseur, voir qu'il est consommé puis régénéré, ce genre de choses. Donc moi j'irai très vite sur la première partie, pas passer trop de temps, et par contre plus de temps sur la deuxième. Alors, au niveau des mécanismes réactionnels, alors qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va parler un petit peu de généralité, donc le côté historique des mécanismes, qu'est-ce qu'un acte élémentaire, la molécularité, postulalement, etc. Donc ça c'est toutes les définitions hein, autour des mécanismes réactionnels. Ensuite on va voir les différents types de réactions. Voilà, substitution nucléophile, élimination, addition. Je vous passe les détails. Moi, ce que je conseille, si s'il y en a une que vous maîtrisez plus que l'autre, vous le mettez. Et les autres, non, parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Pour influencer le jury. Ensuite, au niveau de la nucléophilie, électrophilie, donc on va essayer de comprendre pourquoi les transformations se font. Hein. Donc vous allez expliquer ce que c'est qu'un site nucléophile, un site électrophile. Le formalisme des flèches courbes. Donc tout ça, ça va être plus ou moins au niveau lycée. Avec activation et protection, donc ça c'est intéressant au niveau orga. Donc pourquoi on va activer un groupe avec un catalyseur H+, par exemple, ou protéger un groupe carbonyle, par exemple.
et ensuite expliquer tout ce qui est cinétique autour de la nucléophilie et l'électrophilie. Voilà. Donc ça, je pensais à ça au niveau des introductions. Alors pour le post-bac, deux parties. Donc une première partie sur substitution nucléophile 1 et 2. Vous avez tout qui est expliqué dans le PCSI, donc en première année 343. Voilà, expliquer la différence entre les deux, dans quel cas on le trouve, une petite partie là-dessus. Et ensuite, en deuxième, avec un exemple, parler de l'addition-élimination, avec un exemple particulier, aldolisation, crotonisation, en milieu basique de la propanone. Donc il y a tout qui est détaillé, c'est dans un livre de deuxième année. Donc vous commencez par du niveau première année plutôt classique, et après vous prenez un exemple plus poussé. Donc ça, ils vont apprécier que vous soyez allé chercher à la fin du livre de deuxième année. Tout est expliqué. Il faut reprendre petit à petit, essayer de comprendre, et puis c'est pas trop difficile à suivre. Si vous avez un niveau minimum en chimie organique, évidemment. Pour la partie pédagogique, le tout début du chapitre, expliquer pourquoi une transformation elle se fait avec choc efficace, les actes élémentaires. Bon, c'est le début du cours, tout simplement. Il faut regarder le cours associé de Terminal SP et essayer de faire quelque chose. Alors, le formalisme des flèches courbes, ce genre de choses, il faut essayer de s'adapter du coup à la compétence que vous allez travailler. Est-ce que c'est évaluation ou autre? Clairement, vous prenez un bouquin de Terminal SP et vous essayez de trouver quelque chose qui va autour. Ça sert à rien de le préparer en avance là, parce que ça va être plutôt fait sur un live. Hein. Donc électrophilie, nucléophilie. Donc on est encore dans de l'orga. Donc les généralités, donc toutes les définitions, le formalisme des flèches courbes, activation, protection, ça on a déjà vu tout à l'heure. Hein. En même temps, par rapport au montage d'avant, c'est assez proche. Ce qui va changer, c'est ça, hein. On va parler d'orbitale frontalière. Donc là, c'est sur ça qu'on va vous attendre, hein. C'est ça qui va être un peu difficile. Donc les réactions, comme on l'a vu tout à l'heure, donc substitution nucléophile, les additions par exemple. Et ensuite, tout ce qui est autour de la cinétique, expliquer pourquoi les transformations vont se faire rapidement ou pas. Donc c'est toute la partie un peu cinétique. Alors pour le post-bac, donc autour des orbitales frontalières, donc interprétation de la réactivité des dérivés d'acide. Donc il y a plusieurs dérivés d'acide, acide carboxylique, etc., dérivés avec du chlore ou autre. Donc on va essayer de comparer les uns les autres et pourquoi certains sont plus réactifs que d'autres. Donc on va expliquer la méthode. Donc ça, vous avez tout dans le chapitre 11, donc il faut le relire tranquillement. Donc toute la méthode est travaillée autour de cette partie-là, là, sur la grande 2, sur la réactivité donc, des dérivés d'acide, addition-élimination. Je vous ai mis les pages et l'exemple. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'exemple concret, donc je prends toujours l'exemple concret autour d'un chapitre et expliquer l'hydrolyse des amides. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut essayer de faire avec une approche orbitalaire. Ça montrera que vous avez essayé de chercher le haut niveau. Pourquoi? En fait, l'hydrolyse des amides elle va se faire plus ou moins bien en fonction des situations. Voilà. Je crois que c'était tout. Et pour la partie pédagogique, donc c'est un petit peu pareil, hein, c'est le classique des mécanismes expliqués au niveau de Terminal SP. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans les autres cas. Il faut essayer de trouver une activité autour de ça. Là, j'ai vu l'activité, page 96 du Hachette, première SP. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Je ne sais plus, je vous avoue, je ne sais plus. Mais là, c'est sûr que c'est limité au niveau post-bac. Hein. Nucléophilie, électrophilie, au niveau du pré-bac, c'est un peu limité. Donc vous avez ce chapitre et on essaie de tout mettre là-dedans. C'est bien d'essayer de caler une activité qui irait bien avec cet orga là. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent vers la fin, vers la dernière leçon.
les couleurs. Alors les couleurs, donc on va avoir tout le travail autour des complexes. Donc tout ce qu'on a fait, qu'on a expliqué tout à l'heure au niveau des complexes. Donc là, on va pouvoir faire un travail autour des complexes et de la couleur. Donc c'est intéressant. Alors ça c'était à l'ancien programme en première, me semble-t-il, où on travaillait des liaisons conjuguées, les double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, etc. Donc on peut parler des cycles aromatiques, mais avec les diènes, etc. Voilà, un petit travail sur les liaisons conjuguées. En fonction du nombre de liaisons conjuguées, on va avoir telle longueur d'onde absorbée, etc. Donc ça, c'est plutôt l'ancien programme de S. Mais donc il faut ici un peu fouiner là-dedans. Toute la partie sur énergie du photon. Donc pourquoi je vais absorber telle longueur d'onde, pourquoi je vais l'émettre, etc. Tout le travail autour de l'absorbance. Donc avec loi de Berlambert et avec le cercle chromatique, hein, couleur absorbée, couleur apparente, pour les couleurs complémentaires, ce genre de choses. Donc les couleurs d'un point de vue énergétique et Berlambert. Et ensuite les applications, donc les couleurs, on va avoir tout ce qui est dosage colorimétrique par exemple, et tout ce qui va être lié à l'absorbance. Donc lié à l'absorbance, on peut faire plein de choses aussi. On peut faire des suivis cinétiques par absorbance, etc. Alors pour le post-bac, donc moi je tourne tout autour des complexes octaédriques et notamment l'orthophénanthroline. L'orthophénanthroline avec le fer, indicateur de fin de réaction. Donc voilà, on va essayer de travailler autour de ça. Donc réexpliquer ce que c'est tout simplement un complexe, donc la notion de cation central et de ligand, les orbitales moléculaires, etc. Donc ça, il faut revoir un petit peu la leçon. Ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'avais prévu de faire deux petites manips en cas d'exposé, montrer qu'en fonction du ligand, on n'avait pas forcément la même couleur si je change de ligand. Donc Cu2+, avec l'eau, on va être bleu, avec l'ammoniac, ça va changer de couleur, etc. Et les degrés d'oxydation des métaux, et on va changer aussi de couleur. Donc si on a Fe2+, ou Fe3+, on n'aura pas la même couleur avec l'indicateur coloré. Donc ça, deux petites manips qui peuvent être mises, c'est intéressant. Et tout le travail, du coup, et là où on va développer, tout expliquer, c'est autour de l'orthophénanthroline dans un dosage des ions fer. Toutes les infos et toutes les constantes, je les ai récupérées dans les livres spécifiques de TP. Là, j'ai expliqué un petit peu, essayer d'expliquer pourquoi en fait, on a un changement de couleur avec les E0 des couples. Donc voilà, un petit travail autour de l'orthophénanthroline. Vous partez du complexe, vous expliquez sa forme, etc. Et après, l'intérêt. Pourquoi vous l'avez utilisé et comment une couleur elle peut permettre de doser. Ensuite, dosage par étalonnage, Berlambert. Bon, c'est classique. Donc, comment la couleur elle peut nous permettre, par étalonnage, de retrouver une concentration. Donc, la couleur des bonbons, par exemple. Il y a plein de TP de première spé hein, en parlant avec la loi de Berlambert. Donc ça, après, c'est libre, mais je partirai sur un TP aussi. Alors, de l'orga encore, modification des familles fonctionnelles. Alors. Donc déjà, les familles et groupes caractéristiques. Donc on évite de confondre donc, entre la famille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va partir de la molécule. La molécule, elle a un squelette. Donc là, c'est pas ça qui va nous intéresser ici, puisque famille et squelette, c'est pas ça qui nous intéresse. Par contre, c'est le groupe caractéristique. Et en fonction du groupe caractéristique, on va avoir différentes familles. Attention, pour le groupe carboxyle, on a plusieurs familles possibles, comme vu ici. Donc les différentes familles. Ensuite, les réactivités des différentes. Donc là, on va revoir tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur nucléophilie, électrophilie, activation, protection cinétique, tout ça. Là, il y a tout un tas de choses à dire. D'une famille à l'autre, on n'aura pas la même réactivité parce que elles n'ont pas les mêmes propriétés, tout simplement. Expliquer donc du coup les réactions
qui vont amener à une modification, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les familles, mais les modifications des familles. Donc là, en gros, la partie de gauche, c'est expliquer ce qu'est une famille, et à droite, la réactivité et du coup, les réactions qui vont avoir lieu. Donc là, on peut parler des différents types de réactions, substitution, élimination, addition, etc. Donc voilà, donc ça, donc d'abord la molécule, le groupe caractéristique, la famille fonctionnelle, la réactivité et enfin la réaction. Donc des fois, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais il faut savoir dans quel sens le faire. Oui, j'avais mis le sens des flèches. Ok. Alors, pour le post-bac, donc on va travailler sur l'acétalisation d'un composé carbonylé. Donc là, vous trouverez ça en fin de première année. Donc tous les mécanismes, expliquer comment ça fonctionne, il y a tout qu'expliquer là, et on va rester sur un exemple concret sur les sucres, donc l'hémiacétalisation du glucose. Donc expliquer le principe avec un exemple. Donc il y a tout qui est détaillé, il suffit de le lire, c'est pas trop difficile, il faut juste passer un peu de temps dessus. Et ensuite la protection des groupes, puisqu'on parle des composés carbonylés. Je vais d'abord protéger un groupe carbonyle avant de faire une synthèse, et là on va parler donc d'utilisation d'organomagnésiens, mais s'il y a un composé carbonylé, etc. Donc il y a tout un cours à faire là-dessus. Attention, donc il faut parler de plusieurs choses. Donc ce qui me paraît important, donc c'est de parler du Dinstark, de l'hydrolyse d'un acétal et de l'action d'un organomagnésien sur un carbonyle. Hein. Donc expliquer pourquoi on le protège, ben, il faut savoir expliquer ce qui se passe si on ne le protège pas. Donc ça c'est hyper important. Hein. Clairement, si vous faites un travail sur la protection d'un carbonyle et que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui se passe si on ne l'a pas protégé, ça, ils vont vous massacrer. Donc évidemment, il faut savoir faire ça si on veut le présenter. Alors soit, numéro 1, vous le faites directement, soit numéro 2, vous le gardez en cartouche parce que c'est les questions à me porter là-dessus. Ça dépend du temps que vous avez. Si vous n'avez pas le temps, il faut en parler sans développer, mais le garder pour les questions. Et l'avantage, c'est que si vous posez des questions là-dessus, vous pouvez gratter 5 minutes de questions déjà, ce ne sera pas 5 minutes sur autre chose. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la partie pédagogique, donc je suis parti de première spé sur une synthèse. Voilà, une synthèse, bon, il faut bien modification d'une fonction, on peut tellement tout faire. Pourquoi pas une synthèse? J'aime bien partir de TP, donc pourquoi pas ça. Voilà, mais sinon il y a mille autres choses. Hein. On peut très bien partir sur la stérification. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. 26. Modification d'une chaîne carbonée. Alors, toujours l'orga. Alors déjà, il faut expliquer ce qu'est une chaîne carbonée. Donc chaîne linéaire, ramifiée, saturée, insaturée, cyclique. Donc ça va être toutes les bases de première spécialité. La formation et la rupture, hein, donc c'est les deux grands pôles. Donc soit on forme une liaison. Donc là, on va voir toutes les parties un peu techniques parce que c'est plus difficile à former qu'à casser. Donc les additions, évidemment. Donc nucléophile ou électrophile et substitution. Ça, il faut voir un peu dans les détails. Donc tout ce que j'ai mis là, c'est pas forcément utile de le mettre le jour J, mais ça donne un petit peu des idées. Hein. Dans la formation, dans la rupture, bon, on va voir par exemple les combustions, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a d'autres ruptures, mais ça c'est le plus simple. Et les cycles. Donc là, les cycles, ça revient souvent. Formation de cycle avec formation donc, de liaison. Dans les liaisons doubles, donc ça, tout ce qui est élimination, donc ça sera double liaison, et ensuite donc les applications, donc on va parler des combustions comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans la destruction des chaînes, et ensuite évidemment dans la chimie créatrice, donc la chimie orga, ben, on va souvent vouloir rallonger des chaînes ou accrocher des morceaux de chaîne. Ça c'est à voir après dans certains détails. Donc pour le post-bac, moi ce que je pensais, donc création d'une liaison carbone-carbone. Donc les mécanismes d'aldolisation. Donc il y a tout qui est détaillé, page 1034. Vous expliquez le mécanisme et on garde comme exemple toujours l'aldolisation en milieu basique de la propanone. Donc on travaille autour de ça. Ensuite, la cycloaddition diésaldère. Donc là, pourquoi j'aime bien cette partie-là? Parce que vous allez justement, en représentant les molécules, voir un petit peu
qu'est-ce que c'est qu'un diène, qu'est-ce que c'est qu'un diénophile, et du coup, pourquoi on va former ce cycle derrière. J'ai pris comme exemple l'éthène et buta 1,3-diène. Ça, il y a tout qui est détaillé à cette page, c'est intéressant. Et si vous êtes bien, voir que en fait, finalement, expliquer avec toutes ces histoires d'orbital moléculaire, expliquer pourquoi en fait, une approche endo ou une approche en position exo, ça va plus ou moins bien marcher. Hein. Franchement, j'ai re-regardé ça tout à l'heure. C'est plutôt bien fait et donc on comprend assez facilement avec des schémas. Et donc si vous faites des schémas au tableau pour expliquer ça, ça peut être bien. Donc je partirai sur ces deux parties pour le post-bac. Alors pour le pédagogique, il y a deux choix. Donc soit vous êtes en collège et vous pouvez partir sur les combustions. Ça c'est possible. Puisqu'on va casser des chaînes, vous pouvez partir de combustion de, je sais pas moi, de l'éthane ou n'importe quoi, ou du propane ou ce que vous voulez. On peut travailler autour des équations de combustion, ce genre de choses. Ou alors on peut partir au niveau terminal sur les polymères. Voilà, donc ça c'est au choix. Donc soit création, soit rupture. Là j'ai fait création, on peut faire rupture ici, hein, ça c'est pas mauvais. Hein. Voilà, à vous de voir. Je pense que si vous êtes en collège, peut-être partir sur les combustions, je sais pas, à voir. Alors le 27, modélisation des solides. Donc là on va avoir de la cristallo. Donc les solides, qu'est-ce que c'est qu'un solide? Donc là on va avoir tout ce qui est niveau collège. Expliquer un peu ce qu'est un solide, l'histoire et les solides. Donc on va avoir un petit peu l'évolution historique de la modélisation des solides et avec les mesures dans diffraction d'Ereux pour retrouver les paramètres de maille, etc. Donc là on est dans la cristallo. Donc un peu d'histoire si vous voulez. Le modèle du cristal parfait. Donc clairement l'émail, la représentation spatiale, etc. Donc ça c'est le modèle parfait. Et évidemment dès qu'on parle du modèle parfait, c'est les solides cristallins qui vont s'en rapprocher. Donc là on va parler des motifs, donc quelle est la partie qui va se répéter, la population, donc le nombre de motifs dans une maille, coordinance, c'est lié au voisin, la structure, compacité masse volumique, donc ça va faire tous les compacité masse volumique, site interstitiel, donc c'est tous les petits calculs de géométrie dans la maille. Ça va être intéressant parce qu'on va s'appuyer dessus pour la partie post-bac. Le travail autour des alliages, et notamment qui va aller avec, hein, ça on en parlera plus tard. Donc en opposition, les solides amorphes donc, qui n'ont pas d'ordre sur des grandes distances, comme le verre par exemple. Et ensuite la cohésion des solides, où on va voir les différents types de solides. Donc solide métallique qui n'est pas vu au niveau lycée, qui sera vu plus tard. Donc solide ionique, premier enseignement scientifique, on va voir le sel. Covalent, donc par exemple la structure diamant, ou moléculaire, où là on peut voir les liaisons type Van der Waals ou hydrogène avec l'eau, expliquer les températures de changement d'état, etc. Donc au niveau pédagogique, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut vérifier si c'est toujours au programme. Si c'est toujours au programme, clairement, avec la réduction de la cristallo en premier enseignement scientifique. Bon, j'avais proposé ça à la base. Peut-être qu'on pourrait à la place partir sur un niveau collège, sur les premiers modèles des solides, avec les structures bien organisées, proches, état condensé, etc. On peut partir sur ça, modélisation, modèle à niveau collège. Je pense que ça peut être intéressant de le faire à la place, si ça sortait du programme. Il faudrait que je revérifie, mais si ça sort du programme, on peut faire ça. Ou alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Peut-être les forces. Ou alors on s'intéresse à la maille type NaCl. Ou alors on s'intéresse, qu'est-ce que ça peut être encore?
Modélisation des solides, les forces, hein, les forces, intramoléculaires, quoi. Intermoléculaires. On va pas se tromper. Au niveau post-bac. Donc au niveau post-bac, cristallographie, moi ce que je propose, je pense qu'il peut être pas mal, c'est de travailler autour de la maille cubique face centrée, faire tous les calculs autour. Donc le calcul des sites, de la taille des sites, le nombre, où ils sont, etc. Site tétraédrique, la même chose, pour ensuite aller sur un exemple. Alors pourquoi j'ai trouvé un exemple assez intéressant, page 579, où en fait vous avez un cubique face centré de titane, et vous allez avoir des nickels dans les sites tétraédriques et des aluminiums dans les sites octaédriques. Donc en fait, vous n'allez pas faire des calculs pour faire des calculs, mais vous allez travailler autour de la maille pour pouvoir s'adapter à un alliage qui est utilisé. Voilà, donc ça vraiment, moi j'aime bien. Bon, après j'ai une formation qui est quand même assez cristallo, donc de base à l'université j'avais étudié ça, donc c'est vrai que j'aime bien de base. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant autour de ça. Donc il y a du calcul, mais il y a surtout voilà, un bon exemple qui va avec. Je pense que ça aurait été pas mal. Et pour finir, classification périodique. Alors celle-ci est un peu spéciale quand même. Elle est un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'on est assez limité, hein. Alors au niveau de la classification périodique, donc par contre on peut faire une belle carte mentale, donc il y a plein de choses à dire. Donc sur tout ce qui est histoire, c'est intéressant l'histoire. Donc on parle évidemment des configurations électroniques, ce qui va être la base de tout. Ce point-là, il va être utile quand on va faire notre leçon. Donc les nombres quantiques, les énergies orbitales atomiques, polyélectroniques, règles de Kleshkovsky, etc. Donc ça, c'est intéressant pour notre développement après. Derrière, donc dans la classification, donc on a les colonnes avec les familles, le nombre d'électrons de valence, les périodes avec le nombre de couches, nombre quantique, etc. Et les blocs, donc ils vont être S et P pour niveau lycée. Et on va rajouter bloc D avec les complexes, métaux de transition, etc. Et bloc F qui vont arriver dans le post-bac. Pour les configurations électroniques, on va s'arrêter au 18e. Même, c'est même plus exigé, je crois. Non, c'est même plus exigé en les configurations électroniques. Il faut qu'ils les analysent, mais ils ne sont pas censés les trouver tout seuls. Bon. Et ensuite, donc l'évolution des propriétés atomiques. Donc là, il faut essayer de voir un petit peu tout ça. En fonction de la classification périodique, on va pouvoir voir une évolution des rayons atomiques, une évolution de l'électronégativité, donc ça on le voit en première spécialité, molécules polaires, apolaires, etc. Les énergies d'ionisation, et effectivement, hein, s'il nous manque un électron pour compléter une couche, ou si on a un électron sur la couche, ce ne sera pas les mêmes énergies d'ionisation, évidemment. Voilà. Donc ça, on a une belle carte mentale là-dessus, évidemment, beaucoup trop complète pour le jour J, mais alors pourquoi moi je fais les cartes mentales? C'est pour réviser aussi, hein. C'est-à-dire que quand je dois réviser un plan, quand je rebûche ma carte mentale, en fait je me remets un petit peu toutes les idées en tête. Même si je sais que le jour de la grègue, j'aurai le temps d'écrire que les 6 là et les sous-thèmes. On ne pourra pas les chercher ceux qui sont en blanc. Et c'est pour ça que je mets les couleurs, hein. Donc les couleurs foncées, c'est ce que j'aurais mis au tableau le jour J, et les couleurs claires. Alors au niveau de la leçon pédagogique, on est très limité. En fait. On est très limité parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc moi, ce que je pensais faire, c'est, j'ai vu que le chapitre 6 PC, on va avoir un travail autour de ça. Alors très compliqué parce qu'ils partent de la quantique de l'atome. Essayez de ne pas rentrer trop dans des détails complexes. Moi, je me concentrerai sur les 4 nombres quantiques, sur les énergies atomiques, dégénérescence, les édifices polyélectroniques, le principe d'exclusion de Pauli, règle de hop, on a bien elle, Kleshkovsky, expliquer les périodes, les colonnes, les blocs, etc. Et construire le tableau.
Donc les pages les plus importantes, je les ai notées. Donc 470 pour le nombre quantique, 495 pour la configuration électronique et 504 pour le tableau. J'avoue pas hyper emballé par par cet exposé, j'aurais pas été très content, je pense, de tomber dessus. Voilà, il faut bûcher la leçon. Peut-être on peut faire mieux, franchement. Pas hyper emballé. C'était la fin hein, aussi. Hein. Quand on est, quand on doit préparer plus de 100 montages, enfin non pas 100 montages, 100 plans, il y en a plus que 100, bah, au bout d'un moment on sature. Mais j'avais quand même réussi à tous les faire, mais là, je devais être un petit peu essoufflé à ce moment-là. Et du coup, au niveau pédagogique, bon, moi j'aime bien la seconde et les propriétés chimiques. Donc, par exemple, ça c'est un TP de seconde autour des propriétés chimiques. On fait des tests des différents ions. Ben, en fait, on va se rendre compte que, ben, je sais pas moi, ceux qui ont une seule charge négative, ben, ils vont avoir des propriétés analogues, etc. Bon, il y a différents types de TP. Hein. En tout cas, travailler autour des familles chimiques et d'expliquer bah, pourquoi, si je suis dans la même colonne, bah, j'ai des propriétés qui sont proches. Voilà. Peut-être parler de l'hydrogène un petit peu, je ne sais pas si c'est intéressant, de l'hélium, pardon, et de l'hydrogène d'ailleurs, qui ont des propriétés un peu différentes. De la première période, la première période qui est un peu différente, pourquoi est-ce qu'on va pas mettre l'hélium en colonne 18 et on va le mettre en colonne 2 alors que l'inverse, pourquoi il est en colonne 18 et pas en colonne 2. Voilà, ce genre de choses, on peut travailler sur la première période, si vous voulez aussi. Et ben voilà, ben on a fini, hein. Après plus de 3 heures. Super. Donc on a plus de 3 heures de vidéo. Donc là, on a fait nos 28 leçons. Il y en a où je suis passé vite parce que c'était ça se recouvrait. Dès que j'ai le temps, dès que j'ai la motivation, et si ça plaît, c'est toujours pareil, hein, bah, je m'attaquerai au reste, hein, j'ai tout qui est prêt. Hein. J'ai les leçons de physique, les montages de chimie, et voilà. Donc on a tout. Hein. Donc si j'ai la motive, là j'enregistre en 2 fois, mais ça m'a demandé quand même plus de 4 heures d'enregistrement, plus au niveau montage, j'en avoir pour autant. Donc si je suis motivé, je fais tout vite, assez vite avant les euros, et si je suis pas motivé, il faudra attendre un petit peu. Allez, au revoir.